Bonjour et bienvenue pour ce match de l'équipe de France de rugby d'une importance. Allez la France! La passion du sport nous rassemble. Retrouvez Kick-Off Rugby avec Total Energy. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Kick-Off Rugby. Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur Twitch. On est en direct et on est aussi en replay sur via Occitanie, rugbyrama.fr, YouTube et toutes les plateformes de podcast. On fait corps ensemble pour rentrer dans ce week-end de Top 14. À mes côtés, Paul Arnoux. Bonjour. Salut Théophile. Ça va bien? Bah oui, très heureux d'être là. Pierre-Laurent Gou, bonjour. Bonjour messieurs. Paul, ça fait très longtemps qu'on t'a pas vu. Oui, c'est vrai. On en parlait juste avant, c'était à l'épisode 23. Tous mes fans ont cru que j'étais viré, mais je suis toujours là peut-être. Voilà. Mais ça montre que dans Kick-Off Rugby, il n'y a aucune place qui est acquise. Bien tu sûr. peux être un meuble. Je suis allé chercher le maillot, comme dirait Fabien Galtier. Il a bossé toute l'après-midi, il a des stats dans tous les sens, sur tous les joueurs de Top 14. Sur tous les sujets, il a Et les ouvreurs, alors là, attention, la défense des ouvreurs n'a plus de secret pour lui. Une bonne nouvelle pour nous et pour ceux qui nous regardent. Pierre-Lot, t'as pas mis de chemise bleue aujourd'hui? Tout de suite, il attaque. Les vrais auront la référence. Voilà, allez vous référez à d'autres émissions. C'est vrai, j'avais oublié ce passage-là. Et du coup, vous allez pourrir. La chemise de Vincent, qu'on embrasse. Pour cette émission, on a un invité, messieurs. Joris Second, qui va nous rejoindre dans quelques instants, le demi d'ouverture de l'Aviron Bayonnais, formé à Aurillac, passé par le Stade Français, qui joue donc à Bayonne depuis cette saison. Il Très nous heureux de le rejoindra. recevoir. Mais évidemment, on va pouvoir parler de ses débuts en tant que pilier, parce qu'il a commencé pilier, il faut le savoir, et puis de son adaptation express à l'Aviron Bayonnais, et puis de toutes ses passions autour du rugby. Évidemment, le gros des débat du ouvreurs jour, à Bayonne. des ouvreurs à Bayonne, ça bouge à Bayonne. Pierre-Laurent, tu pourras rentrer dans ce sujet. Le gros débat du jour, le top 14 est-il toujours aussi excitant? L'ultra-domination toulousaine, la course au maintien au top 6. Est-ce qu'on vibre toujours autant dans ce top 14 qu'il y a 10 ans par exemple? Gardez vos arguments, on en parlera tout à l'heure. Je dis bonjour à ceux qui sont là. Vincent Tazard, l'insolent évidemment, qui est souvent là. Nicolas Béguet aussi. Bonjour à tous. Et puis gardez vos questions pour Joris Second un petit peu plus tard dans l'émission. Il y aura les pronos aussi, il y aura les jeux. Paul a fait un petit jeu. Oui, j'ai oublié, j'ai eu peur là d'un coup. Et parce qu'il a révisé, il a oublié. T'as fait un jeu quand même. Oui, c'est bon. Je me suis dit, oula. T'as fait un jeu? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, il est prêt. C'est une compo quoi. Ça peut pas être trop compliqué vu l'épaisseur de ses fiches. On verra si on est bon. Bien, ouais. Tu vas avoir 0 nom. Et puis on fera les actus en mêlée évidemment. Et on va commencer par les actus en mêlée si vous le voulez bien. Beaucoup de choses à dire. Voilà, juste après ce jingle, on s'attaque. Il y a pas mal d'actus effectivement. Il y en a une dont tu voulais parler, je pense qu'on ouvrira là-dessus. Si tu veux. C'est juste après ce jingle. Le mettre à bord. Juste après ce jingle. Pierre-Laurent, on a 15 minutes pour les actus en mêlée. Après, plus un mot. Tu voulais parler des retraites et des retraités. Ah t'as oui, mis une tout à pièce. fait, bien sûr. T'as mis une première pièce avec Camille Lopez. Donc. Non, mais c'est l'actu du jour en conférence de presse. Voilà. Alors, parce qu'on peut le révéler. A priori, la rédaction du Midi Olympique a pris un peu de cours la communication de l'Aviron Bayonnais en annonçant la future retraite de Camille Lopez. Alors, sans le vouloir, en fait, l'alerte est tombée en pleine conférence de presse. Et donc, notre journaliste basque, Pablo Orda, s'était chargé de recueillir les propos à chaud. Et c'est lui Il a été bien reçu. Qui a été très bien reçu, a priori. Voilà, bon, c'est une information qu'on avait avec Vincent Bissonnet depuis 48 heures, en fait. Voilà, parce que c'est vrai qu'elle est un peu surprenante pour expliquer si les gens n'ont pas suivi. C'est que normalement, Camille Lopez avait, il y a quelques semaines, voire quelques mois, annoncé sa prolongation, faire une saison supplémentaire. Puis finalement, il a choisi, en fait, d'arrêter plutôt que prévu mort du sportif, voilà, d'arrêter et d'intégrer le staff de l'Aviron Bayonnais. Ce qui était déjà prévu dans son contrat quand il a prolongé, il y avait tout à fait, mais pour un peu plus tard, pour l'année suivante. Il allait plus tôt. Voilà, le plan était qu'il continue encore une année et qu'après il intègre le staff. Quel dommage, on nous dit dans le chat. C'est vrai qu'il fait pas une mauvaise saison, Camille Lopez. Il est quand même largement au niveau. Une mauvaise saison, même si clairement cette année et en plus. Coïncidence, on ne savait pas tout ça. C'est vrai. Notre invité du jour lui a un peu piqué la place et est devenu vraiment le titulaire de l'Aviron Bayonnais avec la réussite pour les Basques qui sont quand même en course pour le top 6. Quatrième, mais parmi les vieux quand même, entre guillemets, vieux ouvreurs ou vieux à la charnière, tu vois,
Quand tu penses à Urda Pileta, à Claire Barlow, à des mecs comme ça qui sont sur une fin de carrière, je trouvais quand même que Camille Lopez tenait vraiment encore la. Il fait pas l'année de trop, en tout cas. S'il s'arrête maintenant, il fait pas l'année de trop. Là, pour le coup, Grégory Patate, je trouve, on demandera à Joris, je trouve qu'il manageait bien le temps de jeu des deux. Et du coup, en fait, je suis d'accord avec toi, Lopez faisait pas du tout l'année de trop. À l'inverse peut-être de Urda Pileta, clairement. Et Brice Dulin, l'année de trop ou... Parce que lui aussi, du coup. Et Brice Dulin a sous-entendu, à la conférence de presse de cet après-midi des Rochelais, qui sont sur une série de victoires. On oublie la défaite. Et Paul. Et il y a quand même, attends, petit aparté, Nicolas Béguet qui dit on t'a pas vu dans l'émission depuis la dernière victoire de La Rochelle. Exact. C'est vrai que du coup, on est pas loin sur la stat. Il a des cheveux blancs maintenant. Et voilà, comme quelques-uns dans l'effectif derrière. Et donc Brice il a encore des cheveux. Pouvait peut-être lui aussi, ça pouvait être sa dernière saison. Qui s'était a priori engagé. Qui a priori en discussion avancée avec possiblement le Stade Niçois. Voilà, donc on va voir à l'issue de la saison s'il prend sa retraite ou si il fait une dernière danse. Il y a des joueurs qui eux n'arrêtent pas mais bougent. Pour parler d'une autre actu en mêlée, Rieko Ioane, qui est à Auckland à l'heure actuelle, qui va rejoindre le Leinster la saison prochaine pour faire une pige, comme Jordi Barrett d'une saison le fait actuellement. Donc ça veut dire qu'il reviendra. Oui, Jordi Barrett c'est encore plus court, mais Ioane reviendra ensuite en Nouvelle-Zélande pour préparer la Coupe du Monde 2027 en Australie. Et il y a Telea aussi qui va quitter les Blues. Deux joueurs qui sont pourtant des joueurs forts de l'effectif de All Blacks qui... change d'air. Ça dépend de comment tu veux traiter l'info. Si tu veux la traiter d'un point de vue du rugby néo-zélandais, ou moi ça me choque pas tellement parce que Ioane il va faire les matchs internationaux, après il va partir après, il va revenir, il va juste louper un rôle super rugby quoi. Donc pour le coup qu'il se fasse ce petit kiff dans une des plus grandes équipes d'Europe, ça me surprend pas. Après par contre si tu vois du point de vue du rugby irlandais, ça va pas tellement avec ce que veut mettre en place la fédération irlandaise. C'est-à-dire niveler un peu, un petit peu que le Munster, que l'Ulster, que le Connacht soit un peu meilleur et rattrape un peu le retard. Là, si tu commences à signer toutes les stars internationales du rugby néo-zélandais, ça va pas tellement faire. Et même pour la formation, où on voit quand même un 15 du trèfle qui est un petit peu vieillissant, avec il y a moins de talents de 20 ans qui percent en ce moment. Il prend quand même la place, c'est sûr, d'un mec qui aurait pu exploser au Leinster l'année prochaine, quoi, par exemple. Mais c'est une bonne chose quand même pour la Champions Cup aussi, parce que quand on voit notamment l'apport de Barrett... C'est excitant en tant qu'observateur et passionné de rugby, c'est toujours excitant de se dire que voilà, ce mec-là, on va le voir jouer en Europe. Je suis pas loin de penser que le Leinster redevient presque... pas loin d'être favori à la victoire, parce qu'ils ont aussi Jordi Barrett cette année. En tout cas, il fait des performances... énorme depuis son arrivée, il a donné vraiment un vent de fraîcheur. Pour Telea, c'est au Japon, c'est un peu différent. Là, il y a des motivations différentes. Oui, financière. T'inquiète pas, Ioane, il vient pas au Leinster pour compter les trèfles sur la pelouse. Hein. Mais il s'offre un beau défi sportif. Oui, moi je prends ça comme une très bonne nouvelle. Chaque joueur du Sud et notamment chaque star du Sud qui vient jouer, que ce soit en top 14 ou en Irlande ou en Angleterre, et qui après parce que le Leinster peut être amené l'an prochain à de nouveau affronter des équipes françaises. Bon, à part La Rochelle, ils seront peut-être en challenge. Et donc du coup, on va pouvoir voir en vrai de très grands joueurs. Donc mais est-ce que c'est pas aussi le fait, ça montre pas que le top 14 a aussi un peu évolué, parce que on recrute plus dans notre championnat des stars vraiment du moment, quoi, tu vois, il y a plus ces mecs-là, des stars à leur prime ou dans la force de l'âge, ils viennent plus forcément, ou en tout cas moins. Le salary cap y est quand même beaucoup, en fait, qui limite la limitation de masse salariale, et en fait les adossé en plus au GIF, donc les clubs sont obligés de bien payer les talents français, et du coup ont moins de moyens. Et puis la bonne santé aussi du rugby français fait qu'ils n'ont pas forcément besoin de ces étendards, on va dire, pour faire venir du monde au stade. Franchement, à l'heure actuelle. Même le Stade Toulousain, si Jordi Barrett, ils font guichet fermé. Il disait bonjour, je vais venir. Oui, mais ils font guichet fermé, ils n'ont pas besoin de ça. Là où il y a quelques années, t'as un mec comme ça qui vient. Oui, moi je te parle de ça. Mais c'est un autre sujet, le guichet fermé, à mon sens. C'est que notamment, je pense que le Stade de Toulouse, comme de La Rochelle, là pour le coup, là je vais dire du bien de La Rochelle, sont des stades malheureusement victimes de leur succès et trop petits.
Oui, bien sûr. Les guichets fermés, mais je pense qu'il y a quelques années, même pour d'autres équipes de top 14, tu fais des stats un petit peu moins importantes à domicile. Bon, mais tu ramènes une star, les gens vont peut-être se déplacer pour voir ce mec évoluer. Tout à fait. Ils ont moins besoin là aujourd'hui. Mourad avait construit une partie de la réussite de Toulon là-dessus, en fait, parce que c'était une région sevrée de rugby de haut niveau, sevrée de grands joueurs, et il a fait venir énormément de grands joueurs à Toulon, et il y avait un effet stade. Wilkinson, voilà, exactement. Pau a essayé de le faire un petit peu, mais avec des joueurs. Pau a essayé de le faire tout à fait. Avec Conrad Smith, avec Whitelock. Les mecs qui n'étaient plus à leur prime, quoi, avec des mecs en fin de carrière. C'est pas le même profil que Jordi Barrett. Je crois qu'il a 27-28 ans, il n'était pas non plus. Ouais, bon, c'est le contre-exemple. Tu vois, Conrad Smith, tu vois, c'est quand même différent, quoi. Sur une fin de carrière. Dans le chat, ils rigolent beaucoup, évidemment, sur les balles qui sont tout sauf perdues de Pierlot en direction de Paul. Oui, bon, après, il m'a gentiment laissé le deuxième meilleur demi-mêlée français, donc bon, moi j'accepte. L'année prochaine, il va on parle là de Le Garec. Taille avec le Racing à 1 point. Mais non, mais c'est très bien. Non, mais on va parler ça sera peut-être Clovis Le Bail. Est-ce qu'on peut parler sérieusement de La Rochelle? Justement, ça faisait partie des actualités. On en a un petit peu parlé dans la rédaction. On a hésité à en faire notre débat du jour, pour être tout à fait honnête. Mais on va le mettre dans les actus en mêlée. C'est est-ce que La Rochelle joue véritablement le maintien? Parce que ils sont à 6 points, je ne vais pas dire de bêtises. 1 point du Racing. Oui, non, mais ils sont à 8 points du 13e et ils sont à 4 points de la 6e place. Donc on dit, La Rochelle joue le maintien. Factuellement, ils sont quand même plus proches du top 6 que de. Pour être tout à fait honnête avec les gens qui nous écoutent et nous regardent, on n'en a pas fait un débat parce que je trouve que c'est vraiment dépendant du résultat de ce week-end. Mais archi dépendant, parce que tu joues Bayonne à domicile, tu gagnes, tu peux peut-être te retrouver même 6e. Tu perds en fonction des résultats, tu es à 4 points du barragiste. Donc, si tu perds, à domicile, pour le coup, encore une fois, tu n'as pas gagné depuis début janvier, là, tu joues clairement le maintien, parce qu'après, tu vas à Bordeaux, je crois que tu vas à Vannes. Enfin, tu n'as que des gros matchs, et tu as La Rochelle-Perpignan en fin de championnat. Donc, et il y a dans ce contexte-là la conférence de Ronan O'Gara qui est légendaire. Oui, mais après, alors qui est légendaire, parce qu'en fait, pour expliquer, il est resté 26 secondes. Non, mais un peu plus, parce qu'après, il a donné des nouvelles des blessés et tout, mais au final, il est arrivé, il a dit bon, je vous ai déjà tout dit, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Franchement, je le comprends. Il a déjà tout fait, O'Gara. Il a tenté d'aller chercher ses joueurs en disant, en les remuant, en disant que il fallait une réaction. Après, il a tenté la calinothérapie, comme on dit. Après, il a tenté la réaction d'orgueil, la réaction de champ. Il a tout fait. Donc après, bon, je comprends aussi. Quand on se met à sa place, qu'est-ce qu'il peut raconter? Et je pense qu'il veut des réponses sur le terrain, il veut une victoire. Et des fois, ça envoie un message en disant on n'a rien d'autre, j'ai rien d'autre à dire. Maintenant, place aux actes. Moi, je pense que, et c'est pas pour les insulter, mais La Rochelle joue, même à 6 matchs de la fin, joue clairement le maintien, comme le Racing et le Stade Français. Ils sont dans ce peloton-là. C'est purement mathématique, une place de top 6, parce qu'il y a une dynamique. Les clubs qui sont devant, notamment les clubs qui sont aux 6 premières places, ne vont pas se mettre à perdre toutes leurs rencontres. Non, c'est sûr. Et je pense que La Rochelle devrait basculer, quitte à ce qu'ils aient une bonne surprise ou une énorme surprise à jouer à 2 journées de la fin ou à 1 journée de la fin, mais en mode je joue le maintien, je me contente de petites victoires, parce que pour mettre fin à l'hémorragie, il faut juste avoir un petit peu de respect quand même. Il faut juste avoir un tout petit peu de respect pour des champions, parce que ça reste certes des champions qui sont perdus et qui c'est une fin de cycle et tout, mais je peux pas avant ce match-là, je peux pas dire que La Rochelle joue le maintien quand t'as le capitaine derrière Dupont de l'équipe de France, que tu as des mecs qui ont gagné 2 Coupes d'Europe. Mais c'est pas un problème, c'est curieux. Non, mais tu me compares pas ça avec un Stade Français qui n'a rien gagné, à un Racing qui est déplorable depuis 10 ans. Tu vois, je trouve qu'il faut quand même. Ok, là où je suis d'accord avec toi, c'est que la dynamique, elle est vraiment pas bonne. Et que du coup, quand tu regardes que ça, oui, tu joues le maintien. Mais tu peux pas en arriver là quand ces joueurs-là ont tant gagné, ont tant fait dans leur carrière. Je trouve que c'est un peu prématuré. Je me permets, on fait
petite passe décisive dans le chat et après on rejoint Joris Second qui nous a rejoint, qui est connecté. On te rejoint dans 3 minutes 40 exactement. C'est Pierre qui pose la question. Et l'acharnement de Rugbyrama sur Mathieu Jalibert, est-ce qu'on va en parler aujourd'hui ? Paul, t'avais envie d'en parler ? Oui, j'ai envie d'en parler parce que je t'offre la parole là-dessus. Ça m'agace un peu. J'ai l'impression que moi j'adore Mathieu Jalibert personnellement. Après, on a tous des avis, des goûts différents, mais j'adore cet ouvreur. Si je pouvais signer à La Rochelle, j'irais le chercher à l'aéroport. Et tu lui apporterais les cafés et les croissants tous les matins. Le voyage de Bordeaux à La Rochelle se fait pas trop en avion. Hein. Après voilà, moi carbone, je trouve qu'il apporte énormément pour le rugby français, le rugby mondial, de par son caractère, de par son jeu qui est spectaculaire. Je suis le premier par exemple à reconnaître que pour un Mathieu Jalibert, c'est difficile de faire un match parfait, contrairement par exemple à un Romain Ntamak. Je trouve que il a une prise de risque dans son jeu. En plus, tu lui rajoutes la pression des tirs au but. C'est difficile pour lui de faire vraiment un match parfait, 10 sur 10. Parce qu'il va tenter tellement de choses, il est obligé. Il y aura forcément du déchet. Voilà, après, c'est la balance. Donc, voilà, c'est la balance. Après, encore une fois, faire des papiers qui soient positifs ou négatifs sur Mathieu Jalibert, pour moi, c'est pas quelque chose d'infamant. C'est pas, on s'attaque ni à l'homme, ni à son caractère. On parle des fois, là, il y a un papier chiffres. Alors moi, je veux bien qu'on s'offusque sur les réseaux sociaux, que voilà, les procureurs de Twitter, c'est marrant 2 minutes. Mais après, bon, voilà, on est là aussi pour parler rugby, de chiffres, ça plaît ou ça plaît pas. De l'actualité du rugby. De l'actualité du rugby, et tous les papiers, il me semble, à chaque fois cohérents. Et après voilà, on fait aussi des papiers sur Ntamak. On a aussi fait des papiers sur Ntamak quand il est revenu, que c'est un peu plus difficile. Il fait partie de l'actualité et il fait partie de ces joueurs qui font l'actualité. On a fait un dossier sur Louis Bielbarré. Il y a Ntamak, il y a Antoine Dupont bien sûr qu'on met au-dessus. Il y a même eu Aldrit à un moment où il était moins bien et on en a aussi parlé. Mais il fait partie de ces joueurs qui sont un peu bankable. À Bordeaux, il y en a 3. Peut-être, pardon, c'est pour les autres, c'est que je ne cite pas, mais Penaud, Louis Bielbarré et Jalibert qui concentrent, la grande majorité des articles. Et il y a aucun, c'est le mot acharnement. On parle beaucoup de Mathieu Jalibert, mais j'ai envie de dire autant que Louis Bielbarré ou que Damien Penaud, que Romain Ntamak. Non, là je suis pas totalement d'accord. Je pense que oui, certes, on parle peut-être plus de Jalibert, mais je trouve que ça se justifie parce que dans son jeu, dans ce qu'il représente, je trouve qu'il, si Bordeaux doit gagner un titre cette année, ça passera par des grandes performances de Jalibert. Je trouve que Toulouse. Franchement, j'ai pas les statistiques là, et tu aurais dû les chercher, mais sur les 2 ou 3 derniers mois, entre le nombre de papiers qu'on a fait sur Louis Bielbarré et Mathieu Jalibert, il n'y a pas match. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, pour rester sur la comparaison avec Ntamak, je pense vraiment, et ça c'est mon sentiment, que Toulouse peut gagner un titre sans avoir un grand Romain Ntamak. Non, mais alors que pourquoi on parle plus de aussi, je pense, pourquoi est-ce qu'on parle plus de ce joueur-là, c'est parce qu'il est moins linéaire que peuvent l'être d'autres joueurs. Alors, une fois que tu dis Ntamak, c'est vrai que depuis sa reprise, il a du mal à retrouver, on va dire, son niveau de avant blessure, etc. Oui. Une fois, tu vois, la ligne, elle est tracée et puis on peut plus trop en faire de plus, quoi. Ouais, alors que c'est vrai que Jalibert, il y a des moments où il va être flamboyant, donc on va en parler. Des moments où il va connaître des vraies périodes creuses, on va en parler. Il y a eu les aléas avec en équipe de France. Il y a eu cet épisode. Et puis juste finir là-dessus. Il y a eu l'année dernière quand il s'est blessé juste avant la finale, qu'il a joué la finale blessé. Enfin, il y a souvent des trucs à dire, en fait. Et juste pour finir là-dessus, c'est vrai que le Romain Ntamak, surtout quand il y avait Antoine Dupont, il avait moins de responsabilités, que ce soit dans le jeu au pied, il prend pas le but à son compte. Je trouve que c'est plutôt l'inverse dans la charnière de l'UBB où un Mathieu Jalibert représente, il tire, c'est lui qui prend très souvent le jeu au pied de dégagement à son compte. C'est lui qui gère toute l'attaque et tout. Donc voilà, il a sans doute plus de responsabilités que Romain Ntamak. Donc aussi, il a plus de lumière sur lui, que ça soit bon ou mauvais. Merci. Bon, au moins, voilà, on a été transparent, on filtre pas les messages, c'est aussi ça le jeu, ça fait partie du jeu, et donc n'hésitez pas. Oui, évidemment, ce serait quand même. Voilà, on n'est pas en Russie ou voilà. Bien sûr, non, on est indépendant. On est indépendant. On rejoint Joris Second qui est avec nous. Est-ce que tu nous entends bien, Joris ? Ouais. Salut Joris. Comment ça va ? Salut. Ça va très bien, merci.
Il a... T'es arrivé à un moment, t'es arrivé à un moment passionné là. On a, je sais pas si c'était le meilleur moment. Bon, écoute, t'as pu entendre ce qu'on avait à dire. Ouais, mais on parlait des ouvreurs. C'est sûr que c'est un poste qui représente beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de responsabilités sur vous, sur toi. C'est vrai que voilà, surtout quand on est buteur, forcément, c'est une pression supplémentaire. Mais c'est aussi quand ça se passe bien, c'est cool. Quand ça se passe moins bien, c'est sûr que les regards sont plus vite tournés sur vous, quoi. Ça te plaît ? Oui, forcément. Ça me plaît, oui, parce que c'est avant tout quand même un plaisir de buter. Mais après, j'ai déjà échangé avec plein de personnes sur ce rôle. C'est le rôle incroyable, mais à la fois c'est un rôle ingrat. Parce que quand on réussit la pénalité de la gagne, on est le meilleur. Sauf que dès qu'on la loupe, voir dans le passé, on est plus nul. Donc c'est sûr que c'est des moments délicats. Après, c'est le rôle du buteur. On s'entraîne pour et après, c'est on va dire. Parce qu'on entend souvent après les matchs, s'il y a un buteur qui est défaillant et que malheureusement ça perd, souvent quand même les coéquipiers ou les entraîneurs ont tendance à prendre plutôt votre défense et à dire que voilà, c'est pas à cause du buteur qu'on a perdu le match, etc. Est-ce que ça rassure? Est-ce que ça vous permet de relativiser? Ou alors, toi en tant que buteur, si tu sais que t'es passé à côté, qu'on te protège à l'extérieur, ça change pas grand-chose? Non, ça fait toujours plaisir d'entendre les coéquipiers, le staff nous défendre, mais après, c'est dur parce que quand on est buteur, quand tout repose un petit peu sur nos épaules, sur notre pied, une fois qu'on la loupe, on a beau nous dire ce qu'on veut, inconsciemment, on sait que c'est le buteur qui, entre guillemets, qui a fait perdre le match. Donc, bien sûr, ça fait du bien au moral, au cœur de voir les coéquipiers prendre la défense ainsi que le staff, mais nous, je pense que tous les buteurs, on a de nous qui se dit, bah, c'est un petit peu ta faute. Enfin, c'est toi qui la loupe quand même, c'est pas le staff ni les coéquipiers. Et justement, c'est vrai que je vais te poser la question. On a vu le week-end dernier un Thomas Ramos qui fait partie des plus grands buteurs aussi du rugby en ce moment. À la fin, sa réaction au micro où il est en pleurs parce que la pression qu'il y avait sur lui, il fait un match où il a quelques loupés, mais il passe la dernière pénalité. C'est vrai qu'il y a un ascenseur émotionnel qui doit être complètement fou. Et des fois, on a du mal, je pense, à imaginer la pression qui est sur vos épaules dans des matchs comme ça à très fort enjeu, quoi. Oui, oui, forcément. Bon, puis en plus, Thomas Ramos, je pense qu'on n'a pas besoin de le décrire. Tout le monde sait le talent qu'il a au tir au but. Puis c'est surtout de se dire qu'un joueur comme ça qui a gagné 2 fois la Coupe d'Europe, je ne sais pas combien de fois le Brennus, qui, mine de rien, c'était quand même un quart de finale. C'est un match à enjeu, mais ce n'est qu'un quart de finale. Et quand on voit comment il s'est effondré à la fin du match, moi j'ai trouvé ça beau parce que je l'ai regardé à la télé. Et je trouve quand même que c'est beau et que les gens, je pense, ne se rendent pas compte de toute la pression qu'il peut y avoir sur des épaules. Et là, pourtant, comme on a dit, on en a parlé même nous au club en interne. Un mec comme ça, il a gagné plusieurs fois la Coupe d'Europe, il a un beau palmarès. Et de gagner un quart de finale et de s'effondrer comme ça, j'ai trouvé ça beau. Et je pense qu'il en avait gros aussi sur le cœur par rapport au match, comme il a évoqué à la fin au micro. Et je pense que c'est une belle image. Franchement, c'est une belle image. Justement, Joris, décris-nous ce qui peut se passer dans ta tête ou dans vos têtes de buteurs. Et est-ce qu'on peut le travailler à l'entraînement taper des pénalités de la gagne, voilà, est-ce qu'on ressent le public? Est-ce qu'on ressent le regard de son papa en tribune, de ses coéquipiers? Et est-ce qu'on peut se préparer à ça? Franchement, je trouve que c'est compliqué parce que depuis gamin, je pense, tous les buteurs, on s'est imaginé un jour d'avoir une pénalité de la gagne. Moi, petit, dans mon jardin, je rêvais de porter un jour le bouclier hein, avec cette pénalité de la gagne. Et après, au fur et à mesure, en grandissant, en ayant des matchs en jeu, tout ça, je pense qu'une pénalité de la gagne, ça, pour moi, pour ma part, ça se travaille pas parce que on a beau se mettre dans notre petite bulle à l'entraînement, dans un match aussi, mais la pénalité de la gagne, ça arrive rarement. Souvent, ça arrive dans les moments un petit peu cruciaux aussi parce que c'est souvent les matchs, maintenant, tous les matchs de toute façon sont en jeu. Et franchement, j'en ai eu plusieurs à taper les pénalités de la gagne et jamais je l'ai abordé de la même façon. Donc, moi, pour ma part, le travailler, je trouve ça très dur parce qu'on a beau faire ce qu'on veut à l'entraînement, ça reflète pas du tout le match et surtout la pression, la fatigue, tout ce qui est l'adrénaline, tout ça. Franchement, ça, pour moi, je trouve que ça n'a rien à voir. Ouais, Cette l'expérience, ça aussi, peut-être. Hein, oui, avec le temps. Avec le temps, avec l'enchaînement, c'est sûr que tu dois prendre aussi confiance en ça, quoi. Surtout que cette responsabilité-là, t'étais pas forcément prédestiné à la base à l'avoir. T'étais peut-être plus prédestiné à avoir la mêlée de la gagne quand t'as commencé pilier ou ou voilà, il fallait plus un effort collectif. Raconte-nous un peu ces débuts en tant que pilier. Ouais, bah ça, c'est une petite anecdote ouais, qui est vraie. Heureusement, d'ailleurs, j'ai pas eu de mêlée de la gagne parce que là, je suis sûr à 100% qu'on aurait perdu.
Mais oui, petit, j'étais rond. Je mangeais bien à la cantine. J'avais une corpulence assez costaud. Donc, ouais, jusqu'à l'âge de 15 ans, j'ai joué pilier. J'étais un Ah ouais, 15 pilier. ans. Ouais, j'ai fait ouais, une année, première année cadet en pilier. Donc, assez compliqué. Mais après, j'avais vraiment rien du pilier, hormis le numéro et le poids. Parce que toutes les phases de ruck, la conquête, franchement, je n'y mettais pas du tout le nez. Le seul truc qui m'intéressait, c'est de taper les coups d'envoi, les pénales touches, les tirs au but. Malgré que j'avais le 1 dans le dos. Mais c'est vrai que après le rugby en lui-même, en tant que pilier, j'étais vraiment très nul. T'as T'as ré- t'as reculé tout de suite? T'es passé de pilier à trois quarts ou non? T'as d'abord joué troisième ligne, puis après trois Non, quarts? non, non, j'ai fait pilier 10 parce qu'en fait, C'est une immense. fois, notre 10 était malade. Et du coup, bah, j'avais joué 10 le week-end. Je me suis régalé et c'est comme ça que c'est parti. Mais aux entraînements, déjà, je passais plus de temps à buter qu'à pousser des mêlées. Tous les piliers, ils adoraient aller faire des mêlées. Moi, j'en avais rien à faire. Donc, non, non, c'est un drôle de parcours. En fait, ton idole, c'était Andy Good. C'était... Euh, non, pas Non, trop, parce que ça reste un anglais, donc c'était pas non plus mon 10 préféré, mais j'ai déjà pris ouais, des réflexions. Putain, Andy Goose, c'est ton 10 préféré. Ouais. Et, On et, a euh, tous connu comme ça un mais c'est avant. ça. En fait, qui- t'as réalisé le rêve d'énormément de petits gros. Dans tous les clubs de rugby, il y a des petits gros qui butent, etc. Il y en a beaucoup qui arrivent jamais à passer le cap du numéro 10 dans le dos. Ah, après, les petits Ça, gros, moi, t'as moi, je me réalisé. souviens, j'ai un pote qui était, il était numéro 8 et sur une mêlée comme ça, offensive dans les 22, j'étais 10. Il m'avait dit mais toi, en cul de mêlée, je vais taper un drop. Il avait un bon pied, c'est vrai. Ah, c'est humiliant, tu vois, quand tu joues trois quarts et que tu On sais va que t'as jouer, un tiens, avant. je vais vous tester. Il y a un avant qui a été un très bon buteur au niveau international. Oui, l'Australien. Voilà. Mais bon, je te laisse. John Hills, deuxième Hills, ligne, qui était en bravo. plus deuxième ligne, qui faisait 2 mètres et qui a tapé des pénalités de la gagne pour le Fort Bah, National. on en voit de plus en plus, là, même dans le rugby aujourd'hui, même des troisième lignes qui tentent des jeux au pied, qui dégagent. Oui, c'est vrai. Je crois qu'Anthony Jolon avait fait un 50-22 une fois. Julien Marchand, Julien Marchand, bon, il y en a. Bon, Mathieu Bastaro avait tenté, mais bon, il jouait trois quarts, mais il aurait pu jouer devant aussi. Mais voilà, c'est. Pour en revenir, pardon, du coup, un peu ton parcours. Bon, je sais pas si c'est lié au fait que tu jouais pilier puis que t'es passé 10, mais en tout cas, t'es passé un peu entre les mailles du filet sur les sélections jeunes. Comment tu l'expliques? Est-ce que ça a été un moteur à un moment donné de se dire bon, ben, je suis pas dans les plans et je vais faire mon petit bout de chemin tout seul et puis on verra où ça me mène? Franchement, non, pas du tout, parce qu'après, j'étais à Aurillac quand je suis arrivé, que j'ai commencé un petit peu à goûter le monde professionnel en jeune. Déjà, de partir là-bas, c'était pour moi un petit rêve. Et après, au fur et à mesure, quand je jouais, on jouait toujours face à un petit peu nous à côté d'Aurillac, il y avait Clermont, où c'était un petit peu la grande équipe. Un petit peu au niveau des jeunes, c'est là où tous les jeunes, quand ils étaient bons, ils partaient. Et en sélection Auvergne-Limousin, j'étais presque l'un des seuls, je pense, dans l'équipe à avoir fait 0 sélection. Donc, franchement, ça m'a pas piqué plus que ça. Au contraire, moi, je voulais juste rentrer en club, jouer avec mes amis. Et en plus, j'ai eu la chance à Aurillac de jouer assez jeune en pro. Donc, je préférais jouer le week-end en Pro D2 avec des anciens plutôt que espérer un jour. Bien sûr, c'était aussi un rêve de mettre le maillot de l'équipe de France, mais je préférais vraiment jouer avec les pros à Aurillac que de faire un match avec les moins de 18 ans à l'équipe de France. Et du coup, ça a été un peu sans transition, Aurillac, on va dire, et la tranquillité pour rejoindre le Stade français, la capitale. Ça a dû être un peu violent, même là, tu mettais le pied dans un monde encore plus professionnel. Ça a dû être à gérer, ça a dû être un peu délicat, non? Bah, franchement, un petit peu parce que je suis parti avec ma compagne à Paris, donc on part d'Aurillac à Paris, c'était un petit peu délicat. Puis après, c'est sûr que déjà, rien qu'au niveau de la vie, c'était pas la même que chez nous à la campagne. Ça a énormément changé. Puis après, comme j'ai dit, je suis parti à Paris aussi parce que c'était avant tout quand même un rêve un jour de jouer en top 14. Donc j'ai dit, si jamais j'ai cette opportunité-là de partir n'importe où, je le ferai. Donc ces choses, ben, dès que j'ai eu l'opportunité, je les saisis. Et c'est vrai qu'au niveau, bah, tout ce qui est infrastructure, tout, franchement, j'étais pas du tout habitué à tout ça. Ça m'a fait. J'étais un enfant, hein, j'étais un enfant alors que j'avais quand même 22 ans. Je suis arrivé là-haut, j'étais comme quand j'avais 10 ans, que j'allais voir les matchs à Toulouse, des étoiles dans les yeux, j'étais content comme tout. Mais franchement, c'était incroyable. Mais après, on se met vite quand même, on essaye de se mettre au niveau parce que ça passe très vite. Je me rappelle, les anciens ils me disaient le train il passe vite et ils ont raison. C'est surtout que quand tu arrives,
il y a énormément de concurrence à Paris. Il y a Jules Plisson, il y a Nicolas Sanchez, il y a Mornestein. Enfin, voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté cette première aussi saison où en plus tu avais, il me semble, presque tout joué, quoi. Donc tu étais vraiment devenu titulaire indiscutable. Oui, bah, je savais déjà que je prenais un énorme risque en allant à Paris, en quittant Aurillac où je jouais tous les week-ends, c'était cool, j'avais mon train de vie, j'étais un petit peu dans une routine, donc c'est sûr que là, ça fait un grand changement dans ma vie. Après, non, de côtoyer des mecs comme Mornay, comme Nico, même Jules, on a joué moins longtemps ensemble, mais on était un petit peu ensemble au début, mais pour moi, c'était un exemple. Les mecs comme Nico Sanchez, je sais pas combien de sélections avec les Pumas, il m'a pris sous son aile, il a été avec moi, franchement, incroyable. Mornestein, j'ai fait 3 mois avec lui parce qu'après il est reparti, c'était le Joker Coupe du Monde de Nico. Yes. Et pareil, d'apprendre avec des joueurs comme ça, petit, je les regardais à la télé, je les badais. Et du jour au lendemain, un peu, je me suis entraîné, même joué avec eux. Et surtout, j'ai créé, notamment avec Nico, un bon lien où on s'entend très bien. Et ça, je trouve que c'est beau dans ce monde. Est-ce que tu as eu l'impression de devoir faire des efforts supplémentaires sur la prépa physique, notamment par rapport à ton passé d'ancien gros? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé? Ça le travaille. Oui, Ah ouais, énormément. C'est marrant, dans le chat, ils disent moi j'ai fait le chemin inverse. J'étais fit à l'époque, et avec les années, je suis devenu gros. Ouais, ben ça, forcément, même encore, pour moi, le plus dur, c'est pas la prépa physique, c'est surtout l'alimentation, de faire attention, parce que je suis une personne qui prend énormément. Enfin, si je fais pas attention à ce que je mange, ça, je peux prendre facilement 1 à 2 kilos, mais très facilement. Donc ça, pour moi, c'est le plus dur. Tout le monde me dit le plus dur, c'est la prépa. Bien sûr, c'est dur. L'été, on en chie, comme on dit. Mais le plus dur pour moi, c'est l'alimentation, parce que je suis quand même quelqu'un qui aime la viande, qui aime manger. Mais il faut faire des choix un petit peu. Donc le soir, c'est À Bayonne, ça compliqué. Le doit être soir, dur, hein. Ouais, c'est Avec... très dur, franchement. J'essaye de manger le soir le moins possible. Je me couche des fois où j'ai une faim d'enfer. Mais ça, c'est vrai que c'est dur à Le gérer. club te fixe des objectifs de poids, tout ça, ou non, c'est toi qui te fais. Oui, après, bon, on a tous. Après, maintenant, ça fait quand même 6 ans, 7 ans vraiment le top 14 que je suis dedans. Donc, je connais aussi un petit peu ce qui est mon poids de forme, tout ça. Donc, puis même moi, je sais ce qui est bon pour moi ou pas. Donc, moi, je me fixe énormément de limites parce que sinon je pourrais gonfler vite. Mais c'est surtout moi qui me les fixe parce que je sais que je peux prendre vite. Donc, je fais vraiment attention. Apparemment, t'as pas mal d'autodérision. J'ai eu quelques collègues à toi. T'es pas le dernier pour en rigoler. Tu te mets des pièces tout seul à ce sujet. Donc, bon, ça va, tu dois pas l'air de trop mal le vivre. Non, 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 bah après, comme je dis, on est comme on est. Et puis les gens qui me connaissent depuis petit, si je mens, ils seront me remettre dans le droit chemin. Donc non, non, après, je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Et je compatis les gens qui sont dans ce cas-là aussi. Mais c'est sûr que c'est pas compliqué. Mais en tout cas, il faut faire des efforts. Et après, c'est un rythme à prendre. Putain, t'inquiète pas, Théophile, c'est ce qu'on appelle un faux maigre, hein. Oui, t'as les T'as mecs comme l'impression ça qu'il qui est fit sont- comme ça, mais torse nu, moi Qui je l'ai vu plusieurs débâchent. fois, hein. C'est pas joli à voir, hein. C'est pas non plus. Parler de prise de risque, on pouvait penser que tu avais pris aussi de nouveau un risque en choisissant Bayonne et de quitter le Stade français. Et au final, les faits te donnent raison parce que le Stade français se débat en bas du classement et on a l'impression inverse. Et Bayonne va possiblement jouer les phases finales à l'issue de la saison. Oui, bon après ça, bien sûr, je me suis mis en danger parce que j'avais aussi un petit peu cette routine parisienne qui s'est installée, comme celle à Aurillac, où j'ai quasiment joué en 5 ans tous les matchs. Je crois que j'ai même pas loupé plus de 5 matchs à Paris. Donc franchement, oui, je me suis mis en danger. Puis en venant ici, je savais aussi que j'allais être en concurrence avec Camille. Et forcément, ça a été mûrement réfléchi aussi parce que j'y ai pensé parce que je n'étais pas tout seul, j'étais aussi avec ma compagne. Donc on a parlé, on a échangé sur le changement de vie. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui m'a fait le plus grand bien, qui pouvait que me faire grandir, parce qu'à Paris, j'étais un petit peu resté à la fin sur une routine. Et de venir ici, j'ai vu quelque chose de nouveau, je suis reparti mieux, puis je suis avec Camille aussi, mine de rien, ça a énormément joué aussi dans mon choix, parce que de venir ici, tout le monde dit concurrence, concurrence, mais moi, je suis, comme j'ai dit, j'en ai parlé plein de fois avec Camille, avec plein de gens, je suis plus en apprentissage avec lui, plutôt que de la concurrence, parce qu'il m'apporte énormément. Et je pense que moi, ça peut m'aider énormément aussi sur mon jeu. Et du coup, tu l'as poussé à la retraite à l'issue de la saison. Oui, non, enfin, ça, je pense que pourtant, j'ai essayé de le tirer un petit peu plus pour un an de plus. J'ai dit, c'est bon, t'as prolongé, tu vas pas arrêter maintenant. Je pense qu'on était plusieurs dans le vestiaire à le tirer. Après, c'est son choix. Je pense que le corps aussi, il commence à avoir des pépins qu'il n'avait pas forcément avant. Et je pense que ça l'embête un petit peu. Mais en tout cas, je suis content quand même qu'il reste aussi dans le staff parce que
sans parler du joueur, on sait tous le joueur, mais même la personne dans le groupe, il est énormément important. Puis je pense que de faire un petit peu cette relation l'année prochaine, quand il passera dans le staff avec les joueurs, ça va être top et j'espère pour lui en tout cas qu'il se plaira aussi. En t'écoutant, j'ai l'impression que tu t'inspires énormément des autres joueurs que tu côtoies. C'est parce que tu as passé ton école de rugby devant et que tu te dis j'ai des lacunes au poste d'ouvreur. Parce que tu vois, on t'entend Non, parler de tes c'est concurrents, mais toi, tu les prends vraiment comme des coéquipiers. Bah, c'est tout simplement, là j'ai mis Camille en exemple, des Nico Sanchez, c'est des mecs que je me rappelle, quand j'étais pilier, je les regardais, ils jouaient 10, donc et c'était des 10 que j'aimais bien pouvoir jouer. Et puis non, après, je suis un amoureux du rugby depuis que je suis né. Donc forcément, quand je regardais les matchs le week-end à la télé, je prends énormément de plaisir à avoir des 10. Il y a des 10 que je trouve très forts, que j'adore, et jouer contre eux, bien sûr, des fois j'essaie de m'inspirer d'eux. Il y a certains joueurs qui ont des qualités que je n'aurais jamais, ça c'est sûr. Mais il y a des joueurs où j'essaie de m'inspirer d'eux sur beaucoup de choses. Moi, j'ai regardé un peu les stats. Il a bossé son émission, Paul. Attention, il a bossé les stats des ouvreurs toute l'après-midi. Non, mais parce que je regardais un peu des anciennes interviews, des anciens portraits un peu sur toi cet après-midi. Et il y avait ton ancien entraîneur qui disait en 2021 qu'un de tes axes de progression, ça pourrait être la défense. Et cette année, sur les chiffres, en tout cas, tu es le deuxième meilleur ouvreur en termes de pourcentage de réussite au plaquage. Donc, je trouve que c'est quand même quelque chose que tu as amélioré, même si des fois, on a une étiquette qu'on peut être vite collé à la peau en mode mauvais défenseur ou très bon défenseur. Qu'est-ce que tu as changé? Tu as travaillé particulièrement sur la défense? Est-ce que tu es moins, est-ce que tu te décales un peu plus, tu vois, dans la ligne pour défendre un peu moins en position de moins exposé. C'est moins exposé comme d'autres ouvreurs qui ont peut-être plus d'appétence à la défense. Comment ça s'est passé pour toi, ce secteur de jeu? Non, déjà jeune, la défense, quand on est dit, c'est pas la chose qu'on aime le plus. Après, oui, j'ai fait énormément d'efforts sur ça. Je me suis mis, de toute façon, en top 14, maintenant les 10, on est visé, donc il faut aussi se préparer à ça. Et il faut aussi s'entraîner à ça. Donc non, je me suis juste mis dans la tête que j'allais être visé, qu'il fallait que je me prépare à prendre des chocs. Ça, j'étais même pas au courant que j'étais deuxième meilleur plaqueur en termes de réussite C'était en à tant que 80 10. réussis et 14 manqués. Donc en plus, Je savais même pas. voilà. Voilà, je pourrais mettre des petites pièces à ceux qui me charrient sur ça au club. Mais non, en vrai, c'est juste, je pense, un état d'esprit. Là, comme j'ai dit, je me sens super bien dans ma peau à l'heure qu'il est. Je me régale, tout va bien. J'ai même envie, alors qu'avant, j'aimais pas forcément ça, le plaquage. Maintenant, j'aime me défendre. Ça me fait plaisir aussi. Et puis après, c'est bête à dire, mais on est tellement visé maintenant que même si on n'aime pas, on peut plus se cacher. Donc, il faut mettre la tête. Ouais. C'est mental presque en fait. Si tu as eu un déclic mental pour te dire voilà, que c'était un compartiment du jeu hyper important et que du coup tu pouvais plus te cacher entre guillemets. Oui, exactement, c'est totalement ça. Je sais que quand je vois les centres maintenant du top 14 et les troisième lignes, quand ils arrivent lancés sur nous, je sais très bien que je vais pas le prendre et le retourner comme les Willis et compagnie. Mais moi, mon objectif, c'est juste de faire retomber les mecs pour éviter de perdre la ligne d'avantage. Et après, non, c'est juste du mental. C'est aussi un petit peu de fierté de soi, pas de pas passer pour un peu un clown tous les week-ends et d'être là, présent et de répondre en défense. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du coup maintenant de ton arrivée à Bayonne? On en a parlé un petit peu, cette concurrence ou en tout cas cette cohabitation avec Camille Lopez. Comment est-ce qu'on te l'a présenté quand tu es arrivé? Est-ce que les statuts étaient déjà établis? Est-ce que la transition, elle était prévue, on va dire, et sur quelle durée? Non, 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 pas du tout. Moi, on m'a juste dit que je venais, que bien sûr, il y avait Camille. Et moi, de toute façon, j'ai signé pour 5 ans. Camille, il avait prolongé l'année dernière. Donc, moi, je savais de toute façon que je venais avec Camille. Après, les entraîneurs aussi m'ont dit que j'étais là aussi pour apprendre avec lui. Et même moi, déjà, je savais qu'en venant, le staff n'avait pas besoin de me le dire, que même moi, je voulais apprendre sur lui. Et je pense que c'est quelque chose que je fais. Et puis surtout une personne, je pense, qui aide énormément parce que au-delà de son passé, je pense il aime ça, cette transmission, il aime bien. Je pense que d'ailleurs, son intégration dans le staff, elle n'y est pas pour rien. Mais moi, avec lui, en plus, on s'entend très très bien sans parler du rugby, même en dehors. Et c'est sûr que c'est un régal de bosser avec lui tous les jours. Et ça se voit, c'est assez rare. Souvent, pardon Pierre-Laurent, souvent quand tu vas réussir une pénalité importante ou inversement, on voit que sur le banc, l'un et l'autre exultent presque pour celui qui l'a réussi. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une relation particulière et c'est extrêmement rare pour deux joueurs qui jouent au même poste, surtout
poste de 10 où c'est pas comme troisième ligne ou centre où tu as deux places et si les deux sont très bons, les deux peuvent jouer. Là, c'est quand même. Surtout les avants, quoi. Par exemple, tu vois, oui, voilà, Movaca Marchand à Toulouse, bon voilà, tu joues 40, 45. C'est vrai qu'un normalement un 3/4 joue. Un numéro 10 peut jouer tout le match. Enfin, généralement, joue tout le match. Quoi. C'est assez rare et ça frappe aux yeux. Enfin, non, mais c'est vrai, ouais. C'est la force de Bayonne. Oui, puis après, comme on dit aussi, maintenant, les saisons, elles sont tellement longues, elles sont tellement compliquées. Si tu as deux numéros 10 et que les deux, ils se tirent un petit peu dans les pattes, déjà pour l'équipe, c'est pas bien. Puis même, je pense que la relation, c'est important, même qu'on soit en concurrence, qu'on ait une bonne relation, parce que pour moi, justement, ça aide l'équipe. Et puis même nous, ça nous aide, on se tire vers le haut plutôt que se tirer vers le bas. Et je trouve que maintenant, à ce niveau-là, c'est quand même assez important, parce qu'une saison, c'est pas 5 ou 6 matchs. Une saison, c'est très long, c'est 9 mois de compétition où franchement, tous les week-ends, il y a une remise à niveau, il y a une remise en question. Donc pour moi, c'est important, malgré la concurrence, qu'on ait une très bonne relation. Et tu perçois ton changement de statut? On pouvait penser quand tu arrives à Bayonne, et je pense que c'est pour ça que Théophile posait sa première question, que tu allais être au moins dans un premier temps la doublure de Camille Lopez avant de lui succéder, d'où ton contrat longue durée. Et au final, là on en parle, la saison n'est pas finie, mais on a l'impression que c'est Camille qui est devenu le remplaçant et que tu es le titulaire. Bon, franchement, après, ça avec Camille, on n'en parle pas du tout. Ce qu'on veut, nous, c'est jouer tous les matchs tous les deux. Donc au final, quand il y en a un qui attaque, l'autre, souvent, il est remplaçant. Et franchement, on ne se pose pas de questions qui est numéro un, qui est numéro 2. Jamais, je pense que jamais de la vie, on s'est posé cette question-là. Moi, perso, je me la poserai pas non plus parce que moi, ce que je veux, c'est qu'on gagne déjà l'équipe, que l'équipe gagne et qu'après, on continue sur cette dynamique et que surtout, on continue à avoir cette entente. De toute façon, on est souvent tous les deux sur la feuille de match. Et maintenant, je pense que le remplaçant il est même aussi important que le titulaire, si ce n'est plus, parce que c'est souvent maintenant dans les 20 dernières minutes que se joue un match. Donc, pour moi, un remplaçant, il est aussi important que celui qui commence le match. Je change de sujet, mais ce qui a dû un petit peu changer aussi, c'est tu as fait des phases finales avec le Stade français. Là, tu arrives dans un club qui n'en a pas connu en top 14. Donc, tu sens une atmosphère différente avec un public qui est quand même différent de celui du Stade français. Une ferveur, plus existante. Voilà, une ferveur qui prend toute la ville. Quelque chose, tu vois, est-ce que ça te motive encore plus, toi, qui n'avais pas forcément connu ça à Paris, quoi? Ben oui, forcément, je suis un menteur de dire que ici l'ambiance, ça me motive pas, au contraire. Puis voilà, bon, sans cracher sur Paris, c'est vrai que c'est pas l'ambiance de Bayonne. Après Paris, c'est tellement grand que les gens, je pense que le rugby, ça leur passe un petit peu à côté de l'esprit. Donc c'est normal. À Paris, il y a tellement de choses à faire que le samedi à 16h30, je pense que les gens ils vont pas au stade voir un match de rugby. Donc après, c'est compréhensible, c'est dommage aussi pour eux. Mais ici, c'est vrai que franchement, il y a ça pousse derrière, ça vit derrière. Et ça, je l'ai ressenti déjà dès que je suis arrivé. Rien que moi, bon, j'ai eu la chance le premier match de faire avec Bayonne, c'était un amical contre Biarritz. Donc pour se mettre dans la sauce, je pense qu'il n'y avait pas mieux comme match. Et franchement, on le sent ici. Franchement, tout le monde est passionné, tout le monde vit autour de ça. Franchement, c'est presque une religion le rugby. Il y a rien à faire à Bayonne à 16h30, quoi. C'est vraiment c'est une ville morte. Non, non, pas du tout. Mais c'est juste qu'ici, on sent vraiment les gens passionnés. On sent que c'est des passionnés de rugby. Et ça, on le sent franchement en tant que joueur. Rien que quand on arrive au stade les jours de match, on sent que la ville autour, quand même, elle vit autour du rugby. Oui, mais est-ce que c'est toi le lundi matin qui va chercher la baguette quand vous avez perdu ou t'envoies ta compagne? Non, bah. Non, parce que ça veut pas y aller, du coup c'est moi qui y vais. Mais non, franchement, les gens quand même sur ça, ils sont assez cool ici. Qu'on gagne, qu'on perde, ils nous prennent pas du tout la tête. Et ça, franchement, je trouve ça incroyable. De toute façon, tu manges pas de pain, ça fait grossir. Donc, la Exactement, baguette, tu vas voilà. chercher. Ouais, je serais un menteur si je dis que j'en mange pas quand même. Bonne réponse de Théophile. Bravo. Non, mais c'est vrai qu'on a tous envie d'avoir quand même un barrage. Ah bah oui, Agent Daugé. Agent Daugé, c'est pour le rugby, pour tout ce que ça peut représenter. Tu peux nous parler d'ailleurs de ta première entrée sur la pelouse Jean Daugé, la première peña en tant que joueur de l'Aviron Bayonnais. Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu l'as vécu? Bah, ça fait toujours bizarre. Bon, la Peña, c'était pas la première fois que je la vivais en direct, mais toujours côté adverse. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a le maillot de Bayonne sur les épaules, c'est totalement différent. Et mon premier match, c'était contre Perpignan à la maison. J'étais remplaçant, c'était le premier. Et franchement, bah déjà en plus, le match était très serré. Camille faisait un gros match. Je me suis dit, premier match à la maison, à tout moment,
Dans ma tête, je me suis dit, c'est sûr, je vais pas rentrer. Puis finalement, j'ai eu l'opportunité, j'ai fait 25 minutes à peu près. Et, bah, déjà, j'étais excité parce que c'est quelque chose de nouveau quand même qui allait commencer. Puis c'était pas pour 1 an ou 2 ans quand même. Je pense que ça montre aussi à quel point j'avais envie de venir ici parce que c'est sur une longue durée. J'avais pas envie non plus de me louper sur mon premier match avec ce qui s'était passé d'ailleurs dans mon dernier match avec le Stade français. Et c'était un petit peu la même situation, donc compliqué un petit peu à gérer. Et cette fois, c'est passé du bon Ça a côté. souri. Ouais, cette fois, La cette cicatrice fois, est elle était refermée de cette pénalité, de cette transformation, pardon, ratée avec le Stade français en demi-finale. T'en as franchement, oui, souffert bon, au début, ou pas? ouais, oui, enfin, souffert sur le moment même, ça a été dur parce que déjà bon, c'est une finale qui peut, enfin, des prolongations potentielles qui aurait pu y avoir. Et c'était un rêve aussi peut-être d'une finale. Et c'est surtout dernier match avec Paris, avec tous mes amis avec qui j'ai commencé depuis enfin, 5 ans que je passais là-haut. Donc ça, forcément, de les quitter sur ça, c'est toujours triste. Et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quand c'est toi qui fait perdre le match, tu t'en veux un petit peu plus, hein. Et quel regard tu portes sur leur parcours cette année? Est-ce que tu as une explication sur le fait qu'ils aient des difficultés Question dure, hein, je Ouais, reconnais. non, franchement, c'est dur parce je pense qu'il n'y a pas beaucoup, enfin, ça n'a pas énormément changé. Il y a eu bon, quelques recrues. Il n'y en a pas non plus, je trouve, énormément. Bon, le staff, ça a beaucoup bougé parce que il y a eu des personnes du staff qui sont parties, mais non, c'est compliqué. Après, c'est compliqué quand tu es dans une spirale négative. Moi, je me rappelle de ma première saison à Paris où on était dernier. Quand tu gagnes pas un match, t'as beau être. Tout le monde dit le club le plus riche, tout ça, parce qu'il y a un propriétaire qui met les moyens dans le club, mais c'est compliqué. Après, quand tu es joueur de rugby, tu avant tout un humain. Et quand tu es dans une spirale négative, que tu tapes une pénalité, elle passe pas, tu as une mêlée, ben, tu prends une pénalité. Mine de rien, le cerveau humain, il est compliqué. Et je pense qu'ils ont passé un moment vraiment dans le dur. Là, ils ont des matchs importants. Là, ils reçoivent Toulouse dimanche soir. Je pense que ça va être quelque chose de compliqué. Mais je pense que c'est des matchs justement qui peut les relancer. Parce que c'est une équipe quand même qui aime être piquée. Et pour en avoir fait les frais à Paris, je sais que à l'intérieur du vestiaire, il y a quand même un énorme cœur. Il y a des vrais Parisiens. Et ces mecs-là, je sais qu'ils vont se révolter. Et moi, je me fais pas trop de soucis pour eux, enfin, vraiment pour la fin de saison. Personnellement, c'est quoi un petit peu tes attentes pour les prochaines années? Est-ce que tu vois, qu'est-ce qui te manque pour vraiment intégrer l'équipe de France de façon constante? Tu penses que tu en as les capacités? Est-ce que tu penses que c'est voilà, la hiérarchie, il y a tellement d'ouvreurs talentueux en France, mais est-ce que tu penses que voilà, tu pourrais avoir ta place? Et qu'est-ce qui te manque alors si tu l'as pas encore? Non, franchement, en toute honnêteté, l'équipe de France, j'y pense pas du tout. Parce que déjà, t'as mieux pour le rugby français, parce que je trouve qu'il y a des numéros 10, il y en a énormément, et surtout de qualité. Quand on voit, tout à l'heure, j'ai écouté un petit peu là, quand vous parlez de Mathieu Jalibert, quand on voit Mathieu qui joue pas avec l'équipe de France, alors que pour moi, à l'heure qu'il est, c'est peut-être l'un des meilleurs 10. Parce que il a des qualités, je pense qu'aucun ouvreur rend. Et on le voit, hein, même les matchs de Coupe d'Europe, où il se fait un petit peu tacler et il répond toujours présent. Et en vrai, quand on voit, quand il y a Romain Tamac, Mathieu, il y a même Thomas Ramos qui peut couvrir. Il y a Antoine Astoy, Léo Berdeux, tout ça, c'est des bons numéros 10, c'est des très gros numéros 10. Donc franchement, l'équipe de France, j'y pense pas du tout. Ça me traverse pas l'esprit. Là, en plus, avec ce qui se passe en ce moment avec le club, j'ai plus la tête à 200% avec le club, espérer faire une fin de saison inédite. Donc ça, c'est un petit peu à côté de mon esprit, hein. Mais est-ce que tu trouves pas que tu te sous-cotes aussi et que tu as un peu ce côté sous-coté, quoi? On dit souvent surcoté, sous-coté, parce que tu vois, t'es hyper fiable, t'animes bien, enfin, tu coches beaucoup de cases quand même. Donc, tu parlais d'un Tonastoy, de même de Léo Berdeux. Bon, on a vraiment, ça va être le sentiment qu'il y a Jalibert et Ntamak qui sont un peu sur une autre planète, mais derrière, franchement, tu vois. Et comment tu réponds, ça m'intrigue un peu. Tu dis, tu penses Non, pas non, du non, tout. c'est juste, pas ça. Enfin, je pense que l'équipe de France, ça tourne pas énormément. On le voit hein, sur les postes d'ouvreurs. Je pense que même si Romain demain se blesse et Mathieu se blesse, même sans que Mathieu se blesse, c'était Thomas qui jouait en numéro 10. Donc je pense que demain, ça sera toujours comme ça dans la tête de Fabien. Mais après, non, franchement, c'est vrai hein, ce que je dis. Moi, j'y pense pas du tout parce que je pense que c'est pas. Pour moi, à l'heure qu'il est avec moi maintenant, le passé, c'est pas forcément mon objectif numéro un. Mon objectif numéro un, c'est vraiment ces phases finales avec l'Aviron, qui serait, comme je dis, inédite pour le club. Ça serait la première fois. Donc j'y pense. Et après,
La saison dernière, Louis Carbonel, justement, qui venait au Stade Français, s'est déchiré et moi, on avait perdu la demi-finale et c'est là où j'ai eu un appel de Fabien. Donc forcément très heureux quand ça arrive de partir avec l'équipe de France, c'est toujours un plaisir. Mais après, de base, j'étais pas non plus prévu dans les plans et ça s'est fait à la dernière seconde parce qu'un joueur s'est blessé. Je pense que vu que on avait perdu la demi juste avant, j'étais aussi sur place. Je pense que c'était quand même c'était plus simple, mais de base, j'étais quand même pas dans les plans. Donc bien sûr, c'est incroyable ce que j'ai vécu, tout ça, les stages équipe de France. Mais après, je pense qu'il faut être réaliste qu'à l'heure qu'il est, il y en a deux, trois numéros 10 qui sont vraiment au-dessus du lot et tant mieux pour le rugby français. Bon, il manque quand même le petit 1 sur la fiche Wikipédia à côté de sélection. Bon, voilà, parce que celle contre l'Uruguay, elle compte pas comme Ouais, une pas de sélection café, ouais. officielle. Bon, il manque le petit 1 Oui, bon, sur la c'est fiche Wikipédia. On te le oui, souhaite bon, en tout cas. c'est pas grave. Bon, qu'est-ce qu'on peut te C'est souhaiter sur gentil. cette fin de saison avant de te libérer? Bah, d'aller le plus loin possible, j'espère, avec le club. Un barrage à la maison, ça serait magnifique. Un barrage, déjà aussi, ça serait beau, mais rester à cette quatrième place, maintenant qu'on y est, on en parle un petit peu plus tous les jours. Donc, cette quatrième, un barrage ici à la maison, ça serait magnifique. Et qui sait, après un barrage, pourquoi pas rêver d'une demi, hein, ça serait magnifique, ça serait beau pour le club, beau pour la ville. Et nous, en tout cas, c'est ce qu'on espère et on va tout faire pour y arriver. Bah, Bon, on bah, te le merci. souhaite et on souhaite ça au peuple bayonnais. Bien sûr, il y en a pas mal dans le chat. Il y en a qui t'embrassent de Casseville aussi. C'est de, Voilà, c'est ben, de c'est là gentil. c'est de là que tu viens initialement. Quand même. Exactement, l'Aveyron de Casul. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir été Merci avec beaucoup, nous, Joris. Merci. Avec grand plaisir, Et merci à bonne vous. Continuation. Allez, ciao. C'est gentil, merci, Merci salut. beaucoup. Bon ben voilà, on sait ce qu'on peut souhaiter au Bayonnais pour Bien cette sûr. saison. Sous-côté. Et ça y est, Voir ça y est, sous-côté. Alors, sous-côté, il avait été, Sous-côté. il avait été surpris quand Arnaud Bordelais, un de nos collègues, l'avait appelé parce qu'on l'avait classé 3e des ouvreurs français lors de notre revue de l'élite l'été dernier. Et Parce qu'il est toujours le cas Joris aujourd'hui. avait été. Ce qui est toujours le cas après plus de 6 mois de compétition. Oui, à mes je yeux. suis d'accord. À mes yeux derrière. Non, mais il a amené une vraie plus-value. Il était pour beaucoup pour la demi-finale du Stade Français l'an passé. Et Voire je crois deuxième. pour beaucoup. Je crois Ouais. qu'il est pour beaucoup Non, mais voire deuxième. pour parce que le bon, bon parcours de. Le bon parcours de. Bien sûr. Bien Paul, sûr, c'est sûr. c'est ton moment. Ah oui, les jeux. purée. Les jeux. Mais on n'est pas très en avant, j'ai l'impression. On n'est pas du tout en avance. Mais on peut faire sauter mon jeu. Hein, aussi. Non, Parce tu l'as que ton préparé. jeu a l'air plus intéressant. On veut que le voir, mien. on veut voir tes fiches. On veut voir ce Non, qu'il y a dans non, tes pas fiches. nécessairement. On est C'est une impatient. compo, moi. Donc, bon, La France du vrai rugby que n'attend c'est- que ton jeu. Non, mais. Bah alors écoutez, non, on mais vous comme laisse- vous voulez, mais. On vous laisse Qu'est-ce qu'on fait 15 secondes dans le Ouais. chat. Vous mettez Paul Allez. ou Théophile. Alors, moi, c'est une compo. Non, mettez Théophile, Paul, c'est, mettez Paul, et après Paul il ou va faire du Théophile boudin et puis pendant et puis tout voilà, le week-end. Bah, c'est moi, ça. c'est une compo. Théo, c'est. Moi, c'est un peu à la mode de pyramide. Ouais, C'est-à-dire que c'est- voilà, il faut trouver des mots. On va tester votre complicité, messieurs. Jeu que les moins de 30 ans ne connaissent pas. Voilà, bah, vous découvrirez si jamais. N'hésitez pas, Paul ou Théophile, dans le chat. Je vais demander à ma mère de commenter. Attends. Maman, commande vite. Paul Alors, commente. c'est- Paul. Paul. Super mec Joris, bah évidemment, Ah oui, oui, super mec Joris, Joris. franchement, très Opa intéressant Joris. sur sa relation avec Camille Lopez, c'était Pas langue aussi, de bois en plus. Et non, Non. information confirmée. Information confirmée. Oui, C'est bien ça. bravo. T'y allais. T'y allais. T'y allez, Finement. bravo. Non, mais c'est bien Finement. joué. Bon, Non, vous mais êtes vas-y, tous fais les ton deux. jeu. Non, Allez, fais ton jeu. C'est bon. La compo, on la fera à la rédaction. allez. Ok, je prends les choses en main. C'est dire que le jeu On était lance- si pourri. Hein. On lance Non, le c'est une jingle, compo. on lance le jingle et on fait mon jeu donc. Fine Lacelle. Ça sera Le plus jeu de rapide. Fine Lacelle. Non. Bon, une liste de mots à deviner. Messieurs, vous aurez 1 minute si Aurélien me valide dans le chat. On verra. On est ensemble. Vous êtes ensemble. D'accord, il n'y a Bah pas oui, de Vous êtes bataille. ensemble, on va tester votre complicité. Il y en a d'autres qui l'ont fait un peu plus tôt. Il y a Tristan qui l'a fait, je crois, avec Manon. Et donc voilà, à l'issue de la saison, on verra qui sont les meilleurs binômes et D'accord. on fera une grande finale sur le dernier épisode de la saison. Bon, avec Paul, on sera en finale. Bah, on Je vous le pense. souhaite. Ce casting pourri là. Voilà, Pierre-Loïc, il était pour un Teddy Tomate. Voilà. dans le Bien dans le sûr, chat. bien sûr, oui. Eh oui, Je l'ai tomate. demandé à Théophile, C'est vrai. Un peu tard. mais voilà, il arrive à 14h du mat à la rédaction, donc il n'a pas le temps de préparer. Quoi. Il y a du boulot quand même. Paul, une liste de mots. Donc, tu dis un mot, Pierre-Laurent Ah te oui. répond. Et ensuite, voilà, il faut faire deviner ces mots. Vous vous répondez un mot chacun. Ok. On en a Attention, combien les mots Trois, composés, ça Oui. peut fonctionner.
Si tu me dis jeu au pied, Oui. je te l'accorde. Ok. Voilà, c'est 1 minute top chrono. Aurélien, tu me dis si c'est bon dans la régie. On peut lancer le chrono. 3, 2, 1, c'est parti. Buteur. Joris Second. Accessoire. Ti. C'est oui. Ben O'Keefe. Arbitre. Troisième ligne. Bonner. Arbitre, c'est bon. Oui. Oui. All Black. Richie Mako. C'est bon. 3. Pilier. Joris Second. Poussé. Joue. Non. Affrontement. Rock. C'est perdu, Autre c'était mêlé. Ah, non, mêlé. c'était mêlé. Ah, mais tu n'as pas dit mêlée. Ah non. Mais non. Non. Richie Matko. Troisième ligne. Autre. All Black. C'est oui. Numéro 10. Joris Second. Légende. Dan Carter. Angleterre. Johnny Wilkinson. C'est oui. Racine 92. C'est terminé, messieurs. Mais ça va. Un, Une 2, minute, c'est vraiment. 1 minute. 1, 2. Richie Mako, c'est oui. All Black, 3, 4, 5. 5. C'est pas mal. C'est pas mal. En vrai, 5. franchement, Mais c'est pour pas regarder facile. un peu l'émission. C'est pas- Pour regarder un peu les. C'est pas ouf. Regarde l'émission. Pour regarder l'émission, c'est pas si mal, hein. Je te jure. Ah, pour regarder Pyramide. Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord. J'ai cru que tu parlais de kick-off rugby. Non, pour regarder Pyramide, c'est pas si mal, hein. T'es prêt pour le chrono, Aurélien? Je crois que je vais être vraiment nul. Objet. Ti. Ovale. Ballon. Oui. Mêlée. Pilier. Anglais. Genge. Ouverte. Quoi? Ouverte. Passe. C'était Ruck. Ah oui, d'accord, ok. Allez, passe. Allez. 3 quarts centre. Rougerie. Énorme. Bastaro. Oui. Oui. Technique. Chistera. Autre. Offload. 3 quarts. C'est dur. Passe. Croisé, non, Non. Coup de pied. Drop. Très haut. Chandelle. Très haut. Journal. Midi olympique. Jaune. Oui. Oui, bah c'est bon. C'est fini. Merci. 1, 2. T'as vu, journal Midi olympique tout de suite. 5 bonnes réponses également. C'est pas là-dessus si qu'on mal. dit au revoir à tes spectateurs de Vioxtanie qui finissent sur ce jeu Bravo. magnifique et sur cette magnifique performance. Pour la suite, pour le débat, c'est sur rugbyrama.fr que ça se joue, sur YouTube également. Et pour voir toutes les autres émissions, merci à tous de nous avoir suivis. Et voilà, 5 partout. Ça, c'est Là, on frustrant. continue, là. C'est presque frustrant. On On aurait est pu toujours sur- continuer, il en on aurait reste- pu continuer il- la il en la reste liste. pas mal, Il en ouais, reste c'était dans pas la mal. liste. Il en reste dans la liste, on se le fait pour le Ah kiff. oui. Parce qu'on prend un maximum de Ah oui, on plaisir. prend un maximum de Alors, je plaisir. vais vous dire. Donc, vous je en avez- continue, Vous en c'était- avez fait 5 tous les deux. Attends. Ce qu'on va faire. Là, on est sur Twitch, on n'a plus rien à faire. Ah oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on s'est arrêté là. Ouais. Il t'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à faire deviner. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 7, aussi. 8 à faire deviner. Je vais prendre mon téléphone, Oui. je vais mettre le chrono Oui. et on va voir en combien de temps vous arrivez à faire deviner les 8 mots restants. Si tu veux. Alors, attends. Je lance le chrono. Bon, ils sont catastrophiques. Hein. Ruck, c'est dommage, mais sauf que là, tu dis Rock, là, anglais. tu me pars tu sur dis- le. Je pensais tu que dis c'était un anglais, joueur tu en l'as- vrai. Ouais, j'avoue que. J'ai vu que t'étais. Ouais, j'étais perdu. Et là. après, ouverte pour mêler ouverte. Après, Oui, c'était pas mal. n'hésite pas à dire passe et je reviens dessus si on a fini, tu vois. Ah, Attends, d'accord, oui. tu vois, Allez, vous êtes prêts? Donc là, c'est moi qui dois redeviner. Ouais. Ouais. T'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Pyrénées, Tarbes. le club, Pau. protection, Bouclier. dents. Protège. On va te faire mince, pardon. Il dit protection, Oui, dents, c'est- protège dents. Thierry du sautoir. Troisième ligne. Action majeure. Plaquage. Joris Selon, Demi-ouverture. raté. C'est pas mal. Le pilier. Demi-finale. Transformation. Légende. Joris Second. Ailier. John Alomou. C'est oui. Média. Midi olympique. Avant-match. Troisième mi-temps. Après match. Après-match. Canal Plus. Non, c'est raté. C'était conférence de presse. Racing. Club.
Couleur. Ah là, je suis cata. Bleu. Alors, accessoires. Maillot. Oui, heureusement que tu mimes aussi. Ouais, voilà, là. Arbitre. Joël Juge. Quart de finale. Ben O'Keefe. Oui, c'est gagné. 1 minute 20, t'en as fait deviner 6 sur 8 parce que le protège-dents, je te l'accorde évidemment pas. Si mal pas. sur le protection et après, en fait, Mais je même voulais dire- protection, protège, c'est la même famille de mots. Bah, pas du tout. Attends, ça va, que... Bah, N'importe quoi. c'est quand même la même famille. Oui, c'est vrai. Il me suis dit pas d'accord, du tout, mais il je me suis dit pas d'accord. du tout. Donc 1 minute 20 pour 6 mots. Pierre-Lot, t'es prêt? Vas-y. C'est parti. Ouvreur. Joris Second. Entraîneur. Fortassin. Rochelet. Rémi Thalès. Irlandais. Ronan O'Gara. Bah oui, Trophée. Champions Cup. Perdu. Bouclier de Brélis. Voilà. Chaussures. Crampon. Bien joué. Légende. Dan Carter. Entraîneur. Ronan O'Gara. Faut savoir qui est-ce qui te le dit. Plaisir. Plaisir. Légende selon Pierre-Lot. Légende Entraîneur. selon... Ah oui, plaisir. Ah, je l'aurais pas là. Président. Président. Voilà. Non, tu l'as pas. Ministre. Ministre. Ah oui, purée, la porte. Voilà. Ouais, non mais là, ça marche pas là, t'as donné 10 mots. Top 14. Qualification. National. Pro D2. Oui, bien joué. Or. Argent. Dupont. Jeux Olympiques. Bien joué. Blessure. Croisé. Oui. Oh oui, je suis magnifique. Bien joué. Matériel. Crampon. Tête. Casque. C'est la victoire pour Pierre-Laurent. Putain, on est pas si mal. Très bien joué. Ouais, mais Vous la êtes- victoire à vous avez réussi. Pierre-Laurent, il faut Non, mais- quelqu'un non, mais- qui réponde. Oui, non, mais vous vous êtes J'ai- trouvé. J'ai fait une petite. Vous êtes trouvé. Voilà, une complicité, vous avez. J'ai appris à vu trouver le- comment il ensemble. fonctionnait en fait. Bon, Bravo. messieurs, alors c'est vrai qu'on est en retard complet sur les timings. Pierre-Laurent, il est à l'agonie. Bah oui, mais parce qu'on a les juristes, c'était intéressant. Il Non, nous mais a faut parlé faire de plein de les pronostics, choses. quand Donc même. heureusement que. Hein? On va faire les pronostics. Oui, non, mais nickel. quand même, il y a un petit débat quand même. Je vous propose qu'on en parle. Ah, il y a le débat aussi. D'accord. Bah vu que c'est le qu'on en titre. parle un petit peu. C'est le titre C'est quand même quand de même le l'émission, titre de donc, l'émission, quoi. C'est un peu chiant si on en Ah, parle bah pas. oui, tout à fait. Oui, donc juste pour être précis, vous avez mis une 10 en tout cas quand t'as fait deviner tes mots, t'en as fait deviner 7 en une T'as vu 10 qu'on est et très, toi très en retard, 6 on est- en une 20. T'es On pas peut obligé de passer au rester sur jingle. ces détails. Il sait que t'es pointu sur les stats. On peut passer au jingle et on passe au cœur du rock. On va faire un débat express comme vous en avez jamais vu. Non, quand même, on va respecter quand même les gens qui nous regardent et qui Bien nous sûr, écoutent. Il y a une promesse éditoriale, on va la tenir. Voilà, nous on compte pas nos heures, hein, Pierre-Laurent. Ah, toi, si. Hein. Toi, tu les comptes. C'est pour Il le- est pour debout le coup, depuis 4h du matin, il en peut plus. hein. Bon, allez, au cœur direct, le débat du jour, le top 14 est-il toujours aussi excitant qu'avant par rapport à il y a 10 ans, par exemple? Pour se donner une petite échelle, la course au maintien, la bataille pour le top 6 et puis le titre de champion. Est-ce qu'on vibre toujours autant? Est-ce que le fait qu'il y ait une certaine hégémonie toulousaine qui se dégage depuis quelques années, ça fait pas perdre un petit peu de sa splendeur au top 14? On en a discuté très rapidement avant l'émission. Pierre-Laurent, était plutôt de la team, non, c'est toujours aussi excitant. Exactement. Paul, plutôt l'inverse, et moi je me rangeais aussi du côté c'est moins sympa qu'avant. Je rappelle juste que l'hégémonie, c'est pas toulousaine, elle n'est pas comparable à celle du PSG en football. Qu'en 2022, Ah oui. en 2022, Montpellier a été champion de France. Bah, je pense que là, Il on est reste, d'accord. De par le format du top 14 et notamment les matchs de phase finale, il reste deux matchs. Après, c'est vrai que depuis 18 mois, Toulouse domine vraiment et son sujet. Un peu plus. Et le top. Moi, je trouve depuis une saison et demie. C'est 4 des 5 derniers Brennus. Voilà. Oui, non, mais c'est pas. Il gagne. Non, on est là. C'est des faits. Je vais pas remettre en cause la victoire. Et Mais c'est 4 c'était des pas avec 5 une- dernières C'était pas premières avec places. une domination. Je rappelle, je vais rappeler un mauvais souvenir. Si Seteny monte défensivement convenablement, Toulouse, on peut enlever un bouclier de Brennus à Toulouse. Oui, mais c'est là où tu Donc, fais fausse c'est- route. C'est pour sur ça que le- c'est pas. Non, mais je parle du mot hégémonie. Donc c'est pour ça. Et pour moi, le top 14 est toujours aussi excitant. On le voit parce qu'il y a de la bataille.
partout, à tous les étages. La course au top 6, La Rochelle est encore en course mathématiquement pour le top 6 et avec 2 victoires consécutives, ils se retrouvent vraiment en course avec le top 6. On ne sait même pas qui va descendre. Vannes est à 2 points de Perpignan, le 13e. Là où je nuance ce que tu dirais, c'est que alors oui, la course au top 6, pardon, elle est haletante parce qu'il y a beaucoup de clubs qui peuvent y prétendre, etc. Mais pourquoi en fait ? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, dans le top 6, tu vas avoir des équipes qui vont se battre pour le top 6, pour le top 8, pour participer à la Champions Cup. Mais on sait très bien que la gagne du top 14, elle se jouera dans les 2 premiers ou 3 premiers grands max. Mais c'est le cas depuis toujours. Non, parce qu'avant, tu pouvais avoir des équipes dans le top 6. Tu pouvais avoir un Castres qui est champion en gagnant contre Toulon. Non, tu peux avoir un Toulouse aussi qui se qualifie ric-rac dans le top 6 et qui... a ses chances, clairement. Et pour compléter même, quand tu reviens, pour compléter ce que tu dis, à l'époque au début des années 2000, avec le Stade français, il y avait Biarritz aussi, mais c'est 2 équipes qui avaient gagné. En fait, qui avaient gagné. Le problème aujourd'hui, alors peut-être que dans quelques semaines ça sera différent, et je pense que ça serait vraiment une bonne chose quand même pour le rugby français et pour les prochaines saisons, c'est que dans les matchs couperés, les matchs qui font gagner, il n'y a pas de partage entre guillemets avec même un autre gros club. La Rochelle aurait pu prétendre à ce rôle-là, sauf que comme ils ont... Vous êtes rentré dans le rang depuis 18 mois. Ils ont perdu toutes les matchs en jeu face au Stade Toulousain. Bordeaux pourrait prétendre à ça, mais Bordeaux perd tout le temps les matchs à élimination directe face au Toulousain. Oui, mais a progressé cette année. Peut-être, paraît plus proche et quasiment peut regarder Toulon, dans les yeux. Toulon. Bah oui, mais regarde, ils perdent encore à domicile. D'un point à la dernière minute. Oui, mais c'est toujours. Oui, mais c'est souvent comme ça. En fait, jusqu'au moment où. Et c'est pas une hégémonie. C'est pour ça que je te dis. Va perdre un match vraiment à fort enjeu, mais pas face à Castres, parce que Castres, je trouve que c'est pas une équipe sur laquelle on peut malheureusement pour eux compter sur les prochaines années. Ils peuvent concurrencer sur le long terme. Ils peuvent faire un coup sur une saison et tout, mais il manque en fait à ces autres équipes-là un titre et une victoire majeure face à ce Toulouse-là, où on se dit... Pour dire, je suis plus fort bien sûr. À l'instant T, et je peux l'être aussi l'année suivante, et ainsi de suite. Qu'il y ait 2 grosses équipes, qu'il y ait 3 grosses équipes, franchement, c'est pas grave qu'il n'y ait pas le même niveau entre le 6e et le 1er. Forcément, on sait qu'il y a toujours eu dans le rugby français, et même dans beaucoup de sports, des mastodontes, des équipes qui sont meilleures que d'autres. Mais je trouve qu'il manque vraiment une équipe qui batte en fait l'autre, et qui se partage un peu les titres, les déceptions, les échecs, les victoires. Ça aurait pu être La Rochelle. Et ça aurait pu être La Rochelle, mais ça n'a pas été le cas. Non, mais parce qu'il y a aussi une explication. Toulouse avait vraiment de l'avance et récolte les fruits à la fois de sa politique de transfert, à la fois de sa politique de formation. Ok. Mais où je vous trouve un peu sévère, c'est que j'ai l'impression que cette année, c'est pas une hégémonie. Toulouse domine encore son sujet. Il y a encore des matchs références à une profondeur de banc peut-être unique. Mais en demi-finale et en finale, ils seront que 23 sur la feuille de match. Mais ça sera pas. C'est sûr que si tu regardes, si tu prends les 40 de chaque club, oui. Là, à ce moment-là, il n'y a pas match. Une saison régulière. Ils ont une profondeur de. Mais là, Bordeaux qui semble avoir appris de ses erreurs de l'an passé, fait plus attention dans le turnover de son effectif et cherche à avoir de la fraîcheur pour les phases finales. Toulon, quand même, moi je trouve, Toulon se rapproche, si ce n'est de Toulouse, mais d'un niveau équivalent à Bordeaux, notamment le paquet d'avant et le demi de mêlée Serein qui, en l'absence d'Antoine Dupont sur blessure, est peut-être le meilleur demi de mêlée français à l'heure actuelle. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un vrai équilibre. Toulouse va jouer. Toulouse. Moi, l'impression que j'ai, c'est que cette course au top 6 et ce côté serré devant, elle est assez utopique. C'est-à-dire que tu vas avoir du suspense juste pour entrer dans le top 6 et pour faire partie, pour enfin te dire et cocher la case. Bon, Bayonne a enfin joué les phases finales. Mais on ne se fait pas non plus d'illusions pour mais non, regarde Joris, second, te le dit là, il y a moins de 10 minutes. Il veut faire un barrage à domicile. Mais il ne veut pas me dire le contraire. Il ne peut pas dire l'inverse, Pierre. Laissez-moi finir ma phrase. Et il ambitionne une demi-finale. Ils en sont là. Heureusement. Mais c'est la preuve que la hiérarchie. Le Gus qui jouait Raphaël Nadal au premier tour à Roland-Garros, il ambitionnait de passer Raphaël Nadal. Mais dans sa tête, il n'allait pas te dire en conférence de presse, bon, voilà, j'espère que je vais pas prendre 6-0, 6-0, 6-0. C'est comme toi, quand tu joues au paddle face à moi, t'espères gagner un jour. Voilà, j'ai jamais vu. Peut-être. C'est immense. Non, je trouve même. Alors, il y a. Je bascule de l'autre côté du tableau sur la course au maintien. Alors, on condamnait Vannes. On pensait effectivement, on espérait qu'ils se maintiennent.
Alors déjà, c'est qu'ils sont quand même derniers et j'ai fait mes recherches. 2 points de retard sur Perpignan. Je sais, mais le constat au final, c'est sur les 5 dernières années, les 3 équipes qui sont descendues, c'est des équipes qui venaient de monter, qui ont fait l'ascenseur. Mais c'est dur d'être promu. La hiérarchie du top pareil. 14, c'est pour ça, elle est tellement rigide, il y a tellement une concurrence qu'elle est dure à être bousculée. Donc et les années précédentes, sur les 5 d'avant, c'était l'inverse. l'inverse. On parlait d'hégémonie. C'est pour ça. Non, ce que je veux dire, c'est le côté excitant. C'est-à-dire que même voilà. dans la course au maintien, t'as des équipes qui, à l'avance, ont l'air franchement condamnées et le sont bien souvent. La Vanne, on frissonne, mais on a 6 journées de la fin et ils ont que 2 points. Et une défaite ce week-end et tout, je veux pas les condamner. Ami Breton, mais... Théophile vous enterre. Non, mais évidemment, et je suis très heureux de les voir à 2 points et de voir qu'ils peuvent encore espérer, que c'est pas comme Agen il y a quelques années ou Oyonnax même l'année dernière. Enfin, je veux dire, je suis content de voir qu'il y a encore match. Mais j'ai peur qu'à la fin de la saison, on rajoute une nouvelle ligne à ce constat-là et que... une nouvelle fois, le promu redescend et fait l'ascenseur. Oui, mais et donc, il y a moins d'excitation non plus. Ah, bon, moi, je trouve. Non, si, je suis assez d'accord. Après, il y a eu des années où il y avait vraiment le 14e était vraiment complètement largué. En fait, c'était un championnat à 13, quoi, tu vois. Donc, pour le coup, on peut quand même reconnaître que ça, c'est plutôt positif qu'un club, le 14e, là, en l'occurrence le promu, se batte et ne soit pas complètement largué à 6 journées de la fin. Regarde, ça, c'est un truc exemple. positif. Mais vous disiez tout à l'heure, notamment Paul, donc je reprends tes propos, que La Rochelle est à 4 points de la place de 6e, c'est ça? 4 points du top 6 et 8 points du... D'accord, 4 points du top 6. Non, mais donc du coup, comment ça s'appelle, le Racing, qui a 1 point de retard sur La Rochelle, qui est donc 11e. 11e, ouais. Le 11e se bat aussi pour les phases finales. Oui, mais pour à quel mathématiquement. Pourquoi Pour au final jouer un barrage, faire un exploit et en prendre 50 en demi-finale face à Toulouse ou le bébé. Enfin, tu vois, en fait, c'est dans quel but, en fait. Ok, c'est trop bien. Johan Codulo, l'entraîneur de Montpellier, qui nous a donné une interview dans le journal qui est sorti en numérique là, il y a quelques heures et qui sortira en papier demain, dit qu'il y a 2 championnats. Il y a les 3. Il y a Bordeaux, Toulon et Toulouse, donc déjà voilà, qui se battent pour une place. Et tous les autres, on se bat pour la dernière place de demi-finaliste. C'est quand même déjà pas mal. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu parles d'un championnat, quand tu parles de phase finale et tout, alors regarde, hier, c'était la Ligue des champions en foot. Je suis désolé, tu as 2 affiches, tu arrives en demi-finale, tu as 2 affiches où tu sais pas vraiment qui va aller en finale. C'est hyper relevé et tu te dis que j'ai l'impression. C'est pareil pour un championnat. Mais non, j'ai l'impression. Si tu veux le foot, compare les championnats nationaux. Tu penses que le PSG sera pas champion de France cette année? Mais non, mais par exemple, la Ligue 1 est horrible à regarder. La Ligue 1 est horrible et tu sais que en fait tu te bats pour la place en Ligue des Champions. T'as une bonne culture foot. Tu penses qu'en Espagne, le titre échappera soit au Real, soit à Barcelone? Non, mais t'as l'Atlético et t'as 2 clubs qui, en fait, se partagent un petit peu les trophées et gagnent, en fait. Là, ce qui manque dans le rugby aujourd'hui, c'est une autre équipe. Pas les trophées, les autres clubs en Espagne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as le Barça et le Real se partagent et l'Atlético t'as 2 équipes en rivalité. Et t'en as un 3e qui en prend. Non, mais en fait, à l'époque, tu te battais pour le top 6. Pour avoir une chance de gagner le titre. Parce qu'en entrant dans le top 6, tu pouvais être un vrai prétendant pour remporter le titre. Aujourd'hui, tu te bats pour être dans le top 6, pour être dans le top 6. Oui, C'est-à-dire que quand Clermont se bat pour être dans le top 6, ils te diront jamais l'inverse. Non, ils jouent pas le titre. Bien sûr que Clermont joue pas le titre, mais Clermont n'était pas qualifié l'année dernière, il y a 2 ans non plus. Donc il faut aussi qu'ils regouttent. On est peut-être sur un moment creux. On est peut-être sur un moment. Pour moi, on n'est pas un moment creux. Si, on est un moment creux. On a un moment où tu as des équipes. Bordeaux qui maintenant s'est invité à la table de Toulouse. Il s'est invité, mais qui n'a rien gagné et qui. Pour l'instant, qui n'ont rien gagné. Oui, mais ça peut durer un certain temps. Parce que Toulouse a bien bossé aussi. Et c'est pour ça que moi, je considère que. Mais alors là, on n'est pas en train de dire que c'est de la faute du Stade Toulousain. Non, tout à fait. Mais je trouve que le Stade Toulousain a mieux encore bossé que les autres. Oui. Alors avec des moyens aussi différents et tout. Que Bordeaux a très bien bossé, mais que en fait ils ont mieux bossé et du coup ils ont pris trop d'avance et le retard est impossible à combler pour moi. Et tu regardes, il y a eu des années où le Stade Toulousain avait, tu parlais des 23, de la feuille de match, avait une composition de départ énorme, très cool et tout, mais il galérait tout au long de la saison sur des doublons. Ils devaient au final en 2022, ils doivent se taper un barrage à domicile, mais ils finissent même pas directement qualifiés en demi. Là, tu te rends compte même que quand tu vois le nombre de matchs qu'a fait un Romain Tamac, d'autres joueurs comme ça, presque pas beaucoup. Tu te dis qu'avec leur doublon, ils collent, ils battent tout le monde. Ils battent tout le monde. Dans le chat, il y a un message qui est assez intéressant. C'est que nous, c'est vrai qu'on regarde ça dans le prisme du résultat final.
qui sera champion, qui sera relégué, etc. Mais il dit le top 14 c'est une saison entière et cette année plus que les autres années c'est dur de trouver les gagnants du week-end. C'est bien que ce top 14 est excitant. Avant, c'était simple, c'était l'équipe à domicile qui gagnait, qui jouait à domicile qui gagnait. Et donc, on peut aussi trouver, là j'ai plus dans le sens de Pierlot, mais on peut aussi peut-être trouver une excitation du qui sera gagnant du week-end. Les pronos, on y arrive, mais ils sont plus difficiles tous les week-ends à faire, hormis peut-être un match ou 2 matchs. Mais sinon, c'est vrai que tu as beaucoup de matchs où on se dit bon, est-ce que c'est Perpignan qui va gagner? Est-ce que c'est le Racing? Oui, sur la globalité, je suis d'accord avec vous. Au-delà du résultat final, il y a chaque week-end, on a des matchs qui peuvent être disputés, serrés, on ne sait pas forcément qui va gagner. Non mais déjà, peut-être qu'on peut la trouver là l'excitation. Plus, c'est vrai que bon, ça va peut-être arriver, parce qu'on est il va y avoir déjà une demi-finale de Champions Cup, sans doute, t'en as 2 qui vont se retrouver en finale, t'auras sans doute, on connaît sans doute les mêmes, ça va sans doute être la même affiche ou avec un Toulon qui s'invite. Voilà, si un des clubs arrive à battre, à mettre fin un peu à domination, pour à la pas dire domination toulousaine, je trouve que même pour les prochaines saisons, ça sera plus important parce que on parle de psychologie, on parle de tout ça, mais ça doit aussi jouer quand tu as une génération toulousaine aussi forte, aussi brillante, qui remporte presque tous les trophées. Ils doivent jouer sereinement à l'approche de la 70e minute d'un match de phase finale, quoi. Et un Toulon qui est dans l'apprentissage, mais qui n'a rien gagné encore, c'est sûr que dans les matchs où ça se joue à rien, à une pénalité de Thomas Ramos, ça tourne souvent en faveur des Toulousains. Pour l'instant. C'est la chance du champion. Mais non, c'est pas que la chance, c'est l'expérience et c'est le fait de jouer avec en se disant attends, j'ai déjà pris 4 Brennus. Comment on fait. Je panique pas, quoi. Et la fin la fin de match de Toulon-Toulouse, c'était criant. On avait une équipe toulounaise qui voulait vraiment plus jouer. C'est un peu arrêté de jouer. Il pleuvait beaucoup quand même. Ah mais Toulouse s'est pas arrêté de jouer. Toulouse a continué à mettre la pression, aller jouer dans le camp, aller chercher la pénalité. Mais aller chercher la gagne. Oui. Aller chercher la gagne et c'est ce qu'ils ont fait. Oui, donc, mais t'en avais un qui réussit le score et l'autre qui défendait un score. Donc tu vois. Ouais, mais alors tu pourrais pourquoi c'était pas dans le sens inverse? Tu vois, Toulon à domicile d'aller chercher la victoire, quoi, devant son public. Parce qu'ils étaient devant au score. Je pense qu'ils ont Non, mais de pas se trahir, quoi. Enfin, ne pas trahir son style de jeu ou en tout cas son plan de base. C'est ça que tu voulais dire. Non, mais pas prendre les choses en main, mais de plus essayer, sauf qu'il peut, conserver son avantage. Clairement, oui, voilà. Mais bon, après, voilà, on verra. Mais pour l'instant, je trouve que ça manque un petit peu d'excitation en vue des phases finales, quoi. Vraiment, des demi et même des barrages. Très bien. Merci, Paul. On peut passer au pronostic. Vas-y. Non, mais c'était animé. Bien sûr. C'était animé. On peut passer au prono de la Dream Team. Et puis, on va clôturer cette belle émission. Joris. Joris nous a mis à la bourre, il prendra 4 dans les notes ce week-end. Non, ça a été je plaisante évidemment, c'était un très bon client, comme on dit dans le. Non, c'est intéressant. Les pronos du week-end, la Dream Team qui est de retour parce que c'est le retour du top 14. Évidemment, on a un joli programme. On a un Pau Bordeaux, j'allais dire Toulon-Castres, un Pau Bordeaux pour commencer samedi. Ensuite le multiplex Castres-Vannes, Lyon-Montpellier, La Rochelle, Bayonne, Perpignan, Racing. Il n'y a qu'un match qui. Ça confirme pas trop ce que tu venais de dire du chat. Oui, mais sur le côté à domicile et à l'extérieur pour le coup. Pour le moment, oui, mais alors. À part Paris, on va s'arrêter sur certains matchs, mais par exemple La Rochelle, Bayonne. Tout le monde voit La Rochelle parce qu'on se dit que c'est une équipe de champions et qui vont finir par se relever. Perpignan Racing, c'est un match hyper important. Paris-Toulouse aussi, plutôt indécis. Je vous propose qu'on s'arrête sur ces 3 matchs-là, si vous le voulez bien. Ouais. Vas-y. À commencer par La Rochelle-Bayonne. Ouais. La Rochelle, il y a un peu le feu depuis quelques semaines. C'est le match de la bascule, du coup. Paul, comme tu le disais, est-ce qu'on va match de la peur, se projeter sur le maintien ou alors sur le top 6 ? Ah oui, clairement, c'est aussi quand même un match de la peur parce qu'il y a plus l'objectif de Champions Cup. Je pense même que là, dans la tête des Rochelais, ils se disent même pas qualification, c'est juste victoire là, parce que quand t'as pas gagné depuis 4 mois presque, ça commence à être très délicat pour un club qui avait rarement connu des périodes aussi creuses depuis leur remontée.
Je crois que c'est même la première fois ou pas loin. Donc oui, là, et puis ils affrontent une équipe de Bayonne qui est bien installée dans le top 6. On l'a entendu avec Joris Second, qui, s'ils peuvent enterrer La Rochelle, ils vont pas se priver pour conserver leur barrage à domicile. Donc je pense que ça va être... je suis un peu Vincent, Romain, ça va être une victoire, s'il y a victoire pour La Rochelle, assez courte, quoi. Ça va pas être une démonstration. En tout cas, La Rochelle va pas, je pense, devenir une grande équipe de rugby du jour au lendemain. On n'a pas l'impression qu'ils ont les armes aujourd'hui pour infliger des démonstrations non, voilà, après, non, là, il faut juste gagner, et gagner même moche, mais gagner, quoi. Je suis d'accord entièrement avec Paul pour deux raisons. Parce que si en cas de défaite, La Rochelle basculerait vraiment dans la crise. Et je pense que Bayonne, là, le top 14 reprend ses droits pour 15 jours. Et si je ne me trompe pas, Bayonne reçoit Pau à Anoeta la semaine suivante, le week-end d'après, si je ne me trompe pas. Donc, c'est peut-être ça. On peut penser que les Basques vont plutôt viser ce match-là. Ils chercheront à faire un coup à La Rochelle. Mais je ne vois pas La Rochelle, là, devant son public. Il y a Ronan O'Gara qui a mis la pression à son équipe. Et là, oui, ça serait une crise qu'on n'imagine pas. Après, petit conseil aux Rochelais, ils ont plutôt tendance à bien avoir de l'avance dans les 10 dernières minutes, parce que cette année, les momentum, comme on dit maintenant, ne tournent vraiment pas en leur faveur. Ils ont du mal à gérer les fins de match, et quand le score est serré, ça tourne rarement pour eux cette année. Il faut capitaliser en début de match. Il faut capitaliser comme ils n'ont pas réussi à le faire face au Munster. Oui, pour évacuer le doute, parce que forcément tu joues avec spirale négative. Oui, c'est clair que tu peux vite avoir le faux cul. Ouais, c'est ça. Deuxième match sur lequel il y a plus ou moins classe. On aurait été sur Vioxtani, j'aurais dit la crotte aux fesses. On est sur Twitch, je dis le feu au cul. Voilà. Perpignan Racing. Là, on est sur un match aussi où ça peut basculer un peu le même. En fait, c'est ça. Quand on discutait avant l'émission pour savoir quel débat on faisait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de matchs ce week-end qui vont déterminer assez rapidement si Vannes est enterré, clairement. Ouais. Tu vois, victoire de Paris, victoire de Perpignan. Enfin bon, Vannes à Castres, visiblement, personne ne les donne très favoris. Non, mais après, la Perpignan, pour le coup, je trouve que le Racing, mais tu dois mieux le savoir que moi, est plutôt sur une très bonne dynamique. De victoire. Voilà, la challenge. Non, mais la challenge leur a fait du bien. Ils ont cet objectif-là, ils se sont qualifiés, ils sont en demi. Franchement, ils ont un beau parcours dans cette compétition. Ils ont retrouvé de la cohérence et un petit peu de maîtrise avec l'arrivée de Patrice Colazo. Donc attention à ce qu'ils ne fassent pas un coup à Perpignan, qui eux ont vraiment la pression, un peu à l'instar de La Rochelle. Et pas une équipe très en forme en ce moment. Ils n'ont pas le droit non plus, Perpignan, ils n'ont pas vraiment le droit à l'erreur s'ils veulent conserver une chance de ne pas jouer ce barrage au mieux, quoi. Il y avait beaucoup d'attentes sur eux en début de saison, sur Perpignan. Est-ce qu'ils allaient enfin progresser et passer un peu ce cut et aller chercher des plus haut. Pour le coup, pour l'instant, c'est pas très réussi, quoi. Donc attention. Oui, assez d'accord avec Paul. Je miserais une victoire sur Perpignan avec un bonus défensif peut-être du Racing. Pourquoi ? Parce que le Racing s'est donné un peu d'air. Et est-ce qu'ils vont aller et ils ont un derby à préparer. Et le Stade Français ne le réussit pas souvent la semaine d'après. Surtout qu'eux, ils ont joué pour le coup à fond. Et ils ont joué à fond le challenge. Donc ils ont passé 2 tours à l'extérieur. Besoin de dynamite, c'est sûr que oui, Perpignan a... Voilà, mais c'est un match, c'est peut-être le match le plus équilibré du week-end sur le papier, hein, pardon pour tous les autres matchs. Lyon-Montpellier. Et je mettrais victoire de Perpignan avec un bonus défensif du Racing, mais sans grande conviction. Je suis assez d'accord, allez. Très bien. Il y a un dernier match sur lequel vous voulez vous arrêter ? Paris-Toulouse, celui où nos experts sont pas d'accord. C'est les seules victoires extérieures qui voient, quoi. Parce que c'est le Stade Toulousain. Ça confirme un peu ce que j'ai dit. Malgré un Stade Toulousain qui fait relativement tourner comme c'est souvent le cas, mais après tout le monde le dit, même en conférence de presse ils le disent, Stade Toulousain qui fait tourner. Bon, ça reste une équipe extrêmement compétitive. Mais je pense que je vais quand même suivre Romain. Moi aussi, je joue la victoire de Paris. Parce que déjà, le Stade Toulousain brille cette année en doublon, mais n'a plus gagné à Jean-Bouin depuis 2019. C'est pas une équipe qui leur réussit, en tout cas dans ces périodes-là où ils font tourner, contrairement à d'autres. Donc, je vois bien une victoire du Stade Français qui en a vraiment besoin aussi. Oui. C'est le même match. Pour moi, c'est le même match que La Rochelle-Bayonne, toute proportion. C'est-à-dire que Paris a l'occasion, comme La Rochelle, de s'enlever une vraie épine du pied.
Et donc, si Paris perd face à Toulouse, là, ils seront vraiment dans la zone dangereuse. Et donc, c'est pour ça que je vois une victoire de Paris et pas forcément un bonus défensif de Toulouse. Moi, ça va jouer. Toulouse va jouer. Moi, je vois un bonus voilà. défensif pour Toulouse parce que Toulouse, même quand ils ont perdu cette année, ils ont toujours pris au moins un point. Donc même à... Ah non, pas à Bordeaux, mais bon, ils étaient tout près de gagner alors qu'ils étaient largement dominés et ils sont quand même revenus. Donc même quand ils sont largués, ils reviennent toujours. Oui, et puis ils sont assez décomplexés traditionnellement par ces doublons. Et Paris n'a pas non plus la confiance en ce moment pour leur en mettre 35. Non, mais pour les sortir du bonus défensif, il suffit juste d'avoir 6 points d'avance. C'est pas non plus de pénalité et tu sors. Je vois bien quand même Toulouse était pas loin et aller chercher un point. Si le Stade Français avait Joris Second, ils auraient gagné et sans bonus défensif. Ils auraient sans doute pas fait la même saison, n'en déplaise. On aurait dû lui dire. N'en déplaise. À certains. Bon, merci beaucoup messieurs pour cette émission. Bravo, merci. On s'y est filé. Merci à tous d'avoir été là dans le chat et d'avoir participé pleinement à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis bon week-end top 14 à tous. Et on va laisser Pierre-Laurent répondre au téléphone. Ciao tout le monde. L'interception à la dernière minute. Vas-y mon petit, jusqu'au bout. La passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Energy.